Le conférencier du jour, que je remercie très chaleureusement pour l'effort qu'il fait en revenant dans des lieux qu'il a très bien connus. Donc, écoutez, c'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Christophe Niel, qui effectivement connaît bien ces lieux, puisque c'est à la base un physicien théoricien qui a passé une thèse de physique théorique sous la direction de Jean-Zine Justin, soutenue dans cette salle même, en fait, il y a quelques années déjà. Depuis 2007, Jean-Christophe donc, est directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire. Et entre-temps, il est aussi passé par l'IRSN, où il a été responsable du département d'expertise et également de la direction de la recherche. C'est correct? Oui, à peu près. Des programmes. Je te laisse la parole. Bon. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc, merci de me donner l'occasion d'intervenir devant vous. Vous verrez que l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire, a un objectif de transparence et donc d'information. Donc, je considère que mon intervention ici, au-delà du plaisir de retrouver un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées il y a quelques années, éventuellement plus récemment d'ailleurs aussi, ça fait partie de notre travail, de notre mission. Alors, on m'a demandé de parler des aspects scientifiques de la sûreté nucléaire. Je vais aller un petit peu au-delà des aspects scientifiques. La sûreté nucléaire n'est pas qu'une affaire de tuyaux, de tableaux électriques et de logiciels. C'est aussi une question d'organisation, de facteurs humains. Et donc, je vais aller au-delà de ça. Et j'emprunterai aussi quelques éléments à l'histoire. Alors, ma présentation sera la suivante. Elle sera en 4 parties. Donc, rayonnement ionisant, vous inquiétez pas, ce sera limité. Je pense qu'ici, il n'y a pas besoin de cours approfondis là-dessus. C'est quand même utile de rappeler quelques bases. Les principes de la sûreté nucléaire, la radioprotection, le contrôle que nous effectuons à l'ASN, Autorité de sûreté nucléaire. Et puis, je pense que 18 mois après Fukushima, c'est encore possible, voire nécessaire, de revenir sur cet accident. Alors, les rayonnements ionisants. Alors, pourquoi je mets ce transparent? C'est un transparent qui fait la distinction entre rayonnement ionisant et non ionisant. Alors, pourquoi je le mets? Parce qu'en fait, l'Autorité de sûreté nucléaire s'occupe du contrôle des rayonnements ionisants, c'est-à-dire ce qui va jusqu'à l'ionisation de l'atome d'hydrogène. Je le mentionne parce qu'on a des homologues, autorités de sûreté, qui s'occupent de rayonnements non ionisants. Il y a par exemple nos collègues finlandais, donc qui contrôlent les cabines de bronzage. Et d'ailleurs, en Finlande, il y a beaucoup moins de cancers de la peau qu'en France. Je ne sais pas si c'est la météo ou le contrôle des cabines de bronzage. Enfin, c'est pour vous indiquer que le champ, il peut être plus ou moins variable. Donc nous, c'est les rayonnements ionisants. Alors, les applications des rayonnements ionisants. Alors, j'ai quelques exemples. Bon, évidemment, celui auquel la plupart des gens pensent d'abord, c'est la production d'électricité dans les centrales nucléaires, par des intégrations, fissions, etc. Mais il y a beaucoup d'autres usages que nous contrôlons, ça fait partie de nos missions. Il y a notamment les usages médicaux, donc les radiodiagnostics, donc tout le monde s'est fait faire un panorama dentaire. Il y a les radios pulmonaires. Il y a aussi la médecine nucléaire, donc c'est l'introduction de radioéléments dans l'organisme pour vérifier son métabolisme, pour faire des diagnostics. Et c'est évidemment la radiothérapie. La radiothérapie, c'est une des 3 techniques pour guérir les cancers avec la chirurgie et la chimiothérapie. C'est une technique complètement légitime et justifiée, mais en même temps, c'est la seule activité dans laquelle on balance des doses énormes sur les gens pour les soigner. Évidemment, on voit bien que si c'est mal fait, ça peut avoir des effets complètement dramatiques pour les gens. Et le procédé Pinal récent, dont vous avez entendu parler, est une illustration de ça. C'est un traitement a priori positif mal délivré et qui peut avoir des effets complètement inverses. Donc c'est une activité que nous contrôlons très près, notamment après l'accident de Fukushima. Il y a tout un tas d'autres activités, notamment industrielles. Donc j'en ai mentionné quelques-unes. Les jauges de mesure, comme les détecteurs de fumée. Alors c'est une activité qui est interdite maintenant. Pourquoi? Je y reviendrai, parce qu'aujourd'hui on peut faire aussi bien avec d'autres méthodes n'utilisant pas la radioactivité, les lasers. Et donc on est dans un processus de retirer petit à petit tous les détecteurs de fumée comprenant de la radioactivité dans les établissements. La gammagraphie, donc c'est notamment le contrôle des sueurs, c'est le petit appareil qui est là, orange. Alors ça c'est une technique, et j'aurai l'occasion d'y revenir, qui présente potentiellement un certain nombre de risques, parce que ces sources sont toutes petites et très radioactives, très actives. C'est utilisé dans des conditions accidentogènes, donc des chantiers plutôt la nuit. Donc c'est un sujet de surveillance et de préoccupation. Alors à l'autre bout de l'échelle, il y a les détecteurs de plomb, donc les agents immobiliers qui font du contrôle de plomb au titre de la loi de 48. Là, le risque, il n'est pas lié à la radioactivité, il est plutôt lié au fait que les agents immobiliers ne savent pas utiliser l'appareil. Donc ils peuvent vous garantir qu'il n'y a pas de plomb, alors en fait qu'il y en a, parce que tout simplement la source n'est plus adaptée. Les irradiateurs, donc il y a un exemple là. Les paratonnerres, donc pareil, les paratonnerres, ça ne sert plus à rien. C'est évacué, c'est traité.
ça doit disparaître. Le contrôle des bagages. Voilà quelques exemples d'utilisation de la radioactivité. Alors, sur les applications qui sont carrément interdites, c'est tout ce qui n'apporte aucun avantage, que des détriments. Il y a notamment tous les usages luminescents. Ça, aujourd'hui, c'est proscrit. Alors, à titre d'information, on a une veille sur Internet et on constate régulièrement des gens qui proposent des produits de ce type. Je vous donne un exemple. Les gens qui pêchent la nuit, il y avait des bouchons de canne à pêche au tritium. Donc on met là, on le voit, mais ça, c'est interdit parce qu'il n'y a pas de raison d'utiliser la radioactivité pour un usage de ce type. Donc on a une veille sur Internet et régulièrement, on écrit à des sociétés en leur disant ce que vous faites là, c'est pas autorisé. Donc il faut retirer votre publicité. C'est pas, je vous rassure, ce n'est pas l'essentiel de notre activité. Autre exemple, c'est les minerais. Dans un certain nombre d'écoles, il y avait des minerais d'uranium dans des petites fioles, etc. Ça, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est plus autorisé. Donc régulièrement, on a des appels d'écoles disant j'ai retrouvé ça dans un coin, on explique que c'est de l'uranium, j'en fais quoi? Voilà, donc ça, c'était petit panorama des usages des rayonnements ionisants. Vous avez pu noter là-dedans que je ne parle pas de secteur défense. L'autorité de sûreté nucléaire ne traite pas les sujets défense. Il y a une autorité dédiée pour les sujets sous-marins, armes, etc. On se parle beaucoup, puisqu'à la base, les sujets... Ce n'est pas notre responsabilité. Les effets biologiques. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas vous faire un grand cours. L'effet biologique des rayonnements, c'est l'altération de l'ADN. Et là, il peut se passer, quand une cellule est atteinte, il peut se passer 3 types de conséquences. Il y a des processus de réparation. Ça se passe bien, la réparation est correcte, donc l'effet est nul. La cellule est détruite, c'est un effet immédiat. Les rayonnements ont des effets déterministes, je vais y revenir, peuvent avoir des effets déterministes. Et puis après, il y a le cas intermédiaire, c'est la cellule se répare mais pas bien, et donc on a des effets tardifs. Alors, petit rappel de notion, parce que dans les médias notamment, il y a beaucoup de confusion sur les unités. Je pense que ce n'est pas inutile de le rappeler. Alors, il y a des données vraiment physiques. L'unité de référence, c'est le Gray. C'est donc l'énergie qui est transférée à l'organisme, puisque là, on va parler d'effets sur les personnes. Et donc, c'est des joules par kilogramme de la Terre, c'est le Gray. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'effet sur les organismes. Et donc, on introduit une notion qui n'est pas très éloignée du Gray, mais qui ne veut pas complètement dire la chose, c'est le Sievert, qui intègre à la fois des facteurs de pondération selon le type de rayonnement, bêta, gamma, neutron, alpha, et puis, surtout, qui introduit des distinctions selon l'organe qui est atteint ou pas. Alors, pour être très clair, la radioactivité alpha est très peu pénétrante, donc de la radioactivité alpha sur le bras, si vous n'avez pas de plaie en dessous, ce n'est pas forcément une situation dramatique. Si par contre vous l'avez ingéré, que ça se fixe dans la colonne, la moelle épinière, là c'est sérieux. Vous voyez, donc il y a une manière de traduire ça par la dose efficace. Et alors, bien que vous soyez une assemblée très compétente, je me suis permis ce petit schéma. Donc on a comme unité les becquerels. Si je me réfère à Newton, c'est le nombre de pommes qui tombent par seconde. On a l'énergie, c'est que plus les pommes sont grosses et plus elles tombent de haut, c'est des grès. Et puis l'endroit où elles tombent, selon que vous l'avez sur la tête, le bras ou l'œil, l'effet va être à même pomme tombant de la même distance, l'effet va être différent, c'est ce qui s'exprime en Sievert. Alors, je vais revenir aux effets. Il y a 2 types d'effets. Il y a des effets déterministes, c'est-à-dire que des doses d'irradiation très fortes, ça a des effets immédiats, c'est comme se brûler, c'est comme, si je pense aux accidents du travail, c'est laisser sa main sous une presse, c'est tomber dans l'échafaudage. Il y a des effets qui sont déterministes, qui apparaissent au-dessus d'un certain seuil, et la gravité des conséquences, elle est proportionnelle à la dose. Voilà, c'est ce que j'ai mis là. Et donc, l'impact est plus ou moins grave. Et dans les cas très sérieux, ça peut conduire au décès des personnes. C'est ce qui s'est passé sur Épinal. Alors, on a une petite bibliothèque des horreurs. Là, je vous en passe des raisonnables. Là, c'est un incident de perte de source de gammagraphie. Donc, c'est l'appareil que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est un travailleur péruvien qui a trouvé une source par terre. C'est joli, c'est brillant. Il l'a mis dans sa poche. Ça, c'est sa fesse arrière droite, donc sur la poche droite. Donc, le 20 février. Et petit à petit, des séquelles se sont étendues. Voilà. C'est les séquelles qui sont consécutives au contact de la peau avec des doses de rayonnement importantes. Cette photo, elle montre que voilà, la radioactivité, ça a des conséquences très concrètes si c'est mal maîtrisé. Alors, incidemment, la France est centre de référence pour le traitement des grands irradiés, notamment l'IRSN et l'hôpital Percy.
Il y a des conventions internationales pour aider les pays qui n'ont pas les moyens de traiter les grands irradiés. Et donc tous les ans en France, il y a 1-2 personnes qui viennent se faire traiter dans le cadre de ces conventions. En général, les pays, soit par ignorance, soit par fierté nationale, rentrent dans ce processus un peu tard et ça n'aide pas forcément aux soins des personnes. Alors, autre type d'effet, c'est les effets stochastiques. Alors, les effets stochastiques, c'est le pendant des effets déterministes. Donc, d'une part, l'apparition des effets aléatoires, c'est-à-dire que 2 personnes soumises à la même dose de rayonnement ne vont pas forcément subir les mêmes conséquences. L'apparition des effets est tardive. Sur les effets déterministes, c'est quelques jours à quelques mois. Là, ça peut se compter en années. Le risque d'apparition, c'est lui qui est proportionnel à la dose. Plus la dose est forte, plus il y a une probabilité qu'il y ait des effets. Et puis, par contre, la gravité de l'effet est indépendante de la dose. C'est en général le développement de pathologies comme des cancers de la thyroïde qu'on a pu constater à Tchernobyl quelques années après l'accident, notamment sur les enfants. Alors, après ces quelques éléments, quelles sont les sources d'exposition en France en temps de paix, entre guillemets? Alors, c'est un diagramme qui est intéressant. La moyenne individuelle, c'est 3,3 millisievert par an. Donc, c'est des sources de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce qu'on constate sur ce diagramme, c'est que les 3/4 aujourd'hui, mais je vais y revenir, les 3/4 sont dus à des radiations naturelles, notamment le radon, qui est un gaz issu de la décroissance de l'uranium qui peut se propager dans les habitations, qui a une durée de vie relativement courte. Donc le traitement contre le radon est assez simple dans les habitations. Il faut mettre une couche étanche, à condition de savoir qu'il y a du radon chez soi. Et il y a un quart de médical. Les sources d'exposition autres que le médical et le naturel sont faibles. C'est notamment les retombées des essais et le rejet des installations. Alors, ce diagramme, il montre plusieurs choses. Donc, d'abord, l'importance du radon. Donc, c'est un vrai sujet de santé publique. Donc, il y a des actions à mener parce que ça concerne finalement beaucoup de monde. Et puis, le médical. Alors là, le médical, c'est un vrai sujet de préoccupation. Pourquoi? Parce qu'on constate que le développement des techniques de radiologie conduit à une augmentation des doses délivrées aux gens dans le cadre des examens médicaux standards. Aux États-Unis et au Japon, qui ont toujours un temps d'avance sur les autres pays, mais dont on peut craindre qu'on va les suivre, le médical délivre aujourd'hui plus de la moitié de la dose individuelle des gens en moyenne. En France, cette dose a augmenté de 50% les 5 dernières années. Donc c'est un vrai sujet de savoir comment maîtriser cette augmentation des doses. Et je serai plus explicite dans le transparent après celui-là. Donc là, c'est l'exposition au radon. Donc le radon, ça correspond aux zones où il y a notamment un sous-sol granitique, et notamment au centre de la France. Il n'y a pas de secret, c'est là où il y avait des mines d'uranium. Alors, je reviens à l'échelle des doses délivrées par les examens médicaux. Donc, il y a les examens médicaux standards, la radiographie qu'on a tous eu à l'école quand on était plus jeune. Donc, la dose délivrée est limitée. Par contre, on constate que les scanners, les doses commencent à devenir importantes, de l'ordre de 10 millisieverts. Je rappelle que la dose dans les installations nucléaires maximale pour les travailleurs, c'est 20 millisieverts. On constate aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont plusieurs scanners par an, donc qui dépassent allègrement les doses qui sont autorisées dans les centrales. Donc on ne peut pas exclure que dans quelques années, on constate des effets de cette irradiation, surtout sur des jeunes personnes. Donc c'est un sujet de préoccupation sur comment maîtriser, comment ralentir cette hausse, qui en même temps va par ailleurs dans le sens de meilleurs soins pour les gens. Donc il y a une balance à trouver sur la manière de gérer ce sujet-là. Alors voilà, donc sur les rayonnements ionisants, j'ai fait le tour. Je vais revenir au principe de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Alors, la radioprotection. Alors qu'est-ce que c'est? C'est protéger les personnes contre les effets des rayonnements ionisants, qui soient d'origine naturelle ou artificielle. Donc c'est à la fois le radon, le médical, les installations nucléaires. Alors, il y a un principe général vrai en France, mais qui est vrai ailleurs, c'est que le responsable de la maîtrise de ce risque, c'est celui qui utilise ces rayons. C'est le principe de base. C'est responsabilité au sens, c'est lui qui doit évaluer l'activité et mettre en œuvre les mesures pour faire en sorte que son activité n'ait pas de détriment pour les gens, ou en tout cas pas de détriment tel qui soit supérieur aux avantages de la mise en œuvre de cette activité. Alors, très concrètement, quand on dit responsabilité, c'est pas judiciaire. Je veux dire, sur ces sujets de ce type, le jour où il y a un problème, tout le monde est concerné. Quand je dis tout le monde, c'est à la fois l'opérateur et les autorités de contrôle. On l'a bien vu sur Épinal.
Au procès, il y avait le radiophysicien, les radiothérapeutes, mais il y a aussi l'administration de contrôle. Donc là, c'est au sens responsabilité, mise en œuvre. C'est lui qui doit définir les mesures et les mettre en œuvre. Alors, les moyens de protection, il y en a 3 types. Il y a évidemment le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous avez une source radioactive, moins vous passez de temps à côté, et moins vous êtes soumis à l'irradiation. Il y a la distance, plus vous êtes loin, moins vous êtes irradié. Et puis, vous avez la possibilité d'interposer des écrans. Très concrètement, on a des inspecteurs qui font ce qu'on appelle des épreuves, les contrôles d'épreuves hydrauliques. Les installations nucléaires, les réacteurs doivent être soumis à des épreuves hydrauliques tous les 10 ans pour vérifier qu'elles sont résistantes. Et pendant l'épreuve, il faut qu'ils soient à côté, parce qu'on regarde s'il y a des fuites, etc. Clairement, donc les inspecteurs de la SN ne sont pas des gens très exposés. Les doses reçues sont très limitées. Néanmoins, on a les inspecteurs ont comme consigne qu'après l'épreuve hydraulique elle-même, quand il faut remplir les papiers, les constats, etc., il faut qu'ils s'éloignent, qu'ils aillent ailleurs. Donc ça, c'est typiquement une mise en œuvre de temps-distance. Alors, la radioprotection, elle obéit à 3 principes, qui sont des principes forts, c'est des principes reconnus internationalement dans les textes. Et je pense qu'il est intéressant de les passer en revue, parce que je ne suis pas sûr que tous les risques obéissent de manière aussi formelle, c'est-à-dire opposable, à ces 3 principes. Alors, je vais commencer par le dernier, en fait, la limitation. Donc, il y a des doses à ne pas dépasser. D'accord ? C'est 1 millisieverts par an pour le public, 20 millisieverts pour les travailleurs. Dire qu'il y a une limitation, ça ne veut pas dire que c'est un droit à irradier les gens. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire je fais le maximum et puis quand j'arrive à 20, j'arrête. Non, je dois faire le plus bas possible. D'accord ? Donc les opérateurs, les médecins, tout ça, doivent faire le plus bas possible. Mais il y a une limite à 20 millisieverts. D'accord ? Alors, le fait de faire le plus bas possible, c'est ce qu'on appelle la démarche d'optimisation. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les dispositions soient prises pour que l'irradiation subie par les gens soit le plus faible possible. C'est ce qu'on demande à nos inspecteurs quand on leur dit, une fois que vous avez fait votre constat, vous vous éloignez et vous allez faire la suite de votre travail ailleurs. Le premier principe, je le trouve très intéressant, c'est le principe de justification. C'est-à-dire que ces activités doivent être justifiées, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que leur apport est supérieur à leur détriment. C'est à ce titre-là qu'on a demandé le retrait des détecteurs incendie. On considère qu'aujourd'hui, cette méthode de détection de l'incendie, il ne s'agit pas de contester le fait de détecter l'incendie, ça c'est clair. Par contre, la méthode, aujourd'hui, n'est plus justifiée parce qu'il y a des méthodes aussi efficaces pour pas plus cher, et donc il faut recourir à ces méthodes-là. C'est ce qu'on essaie de développer sur l'imagerie médicale. Si je reviens à ce sujet, l'augmentation des doses dans le médical, elle peut être probablement limitée par le recours à d'autres appareils. Aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup les scanners. Or, en fait, la plupart des examens pourraient être faits par des IRM. Les IRM n'ont pas le problème de dose délivrée par les scanners. Voilà. Donc c'est un principe assez fort, qui n'est pas forcément simple à décliner, mais qui est important. Sûreté nucléaire. Alors la sûreté nucléaire, c'est un texte, c'est un bout de loi, donc je vous le donne. Puis après, j'entrerai dans le détail de ce que ça veut dire. Donc c'est l'ensemble des dispositions techniques et organisationnelles qui sont prises à toutes les étapes de la vie d'une installation. Donc ça commence à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt, au démantèlement. Ça concerne aussi le transport des matières radioactives. Et la sûreté nucléaire, c'est ce qui vise à éviter les accidents. Et s'ils arrivent, à faire en sorte qu'ils soient les moins graves possibles. C'est comme pour la protection contre les rayonnements ionisants, la radioprotection, c'est l'opérateur qui est responsable de l'activité. C'est lui qui doit mettre en œuvre les mesures pour assurer la sûreté de son installation. Et notamment, il doit démontrer que les mesures qu'il prend lui permettent d'atteindre cet objectif. Alors, c'est quoi les bases techniques de la sûreté nucléaire ? Il y a 3 grandes approches pour construire la sûreté nucléaire d'une installation. Il y a ce qu'on appelle la défense en profondeur, je vais y revenir. Il y a ce qu'on appelle le retour d'expérience. Et puis, il y a ce qu'on appelle les études probabilistes de sûreté. Alors, la défense en profondeur, c'est un concept qui a été développé il y a très longtemps. Au départ, c'était cette idée-là, c'est de dire, voilà, c'est un peu le château fort avec les murailles successives. Il y a un endroit, il y a de la radioactivité qui présente des risques importants. Donc, il faut qu'elle soit confinée le plus possible. Et donc, c'est l'idée de mettre des barrières. Et donc, très concrètement, si je prends l'exemple d'un réacteur, mais ça s'applique pour les autres installations, notamment celle qui est sur le centre de Saclay, il faut qu'il y ait la gaine du combustible, la cuve du réacteur, l'enceinte de confinement. Alors, en fait, quand on regarde d'un peu près cette démarche, on s'aperçoit qu'elle a des faiblesses conceptuelles.
On n'est pas capable, les opérateurs ne sont pas capables, pour des raisons de fonctionnement, de garantir partout la présence du travailleur. Et donc le sujet a été approfondi, il a été conceptualisé. Et en fait, c'est devenu la chose suivante, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs niveaux de protection contre les accidents qui doivent être tous indépendants les uns des autres. Et ces niveaux sont les suivants. Donc il y a la prévention par la qualité, c'est-à-dire il y a des exigences sur la conception, la réalisation, le fait de faire des essais, des précautions d'exploitation, ça c'est pour éviter les incidents. Il y a des démarches de surveillance et de protection, c'est-à-dire que les installations sont censées rester dans certaines gammes de fonctionnement, par exemple un réacteur, la pression, la température de l'eau primaire est dans certaines limites. Et il y a des dispositifs automatiques pour ramener, automatiques ou pas d'ailleurs, ça peut être des actions opérateurs, pour ramener l'installation dans son domaine de fonctionnement. C'est le deuxième niveau. Il y a un troisième niveau qui a été développé dès le début de cette industrie. Je rappelle que les premiers réacteurs, c'est des réacteurs sous-marins militaires. Hein. La filière réacteurs à eau pressurisée vient de là. Et dès le début, il a été envisagé, parce que les concepteurs ont compris assez vite qu'il y avait un risque potentiel important. Très tôt, il a été exigé des systèmes de sauvegarde, c'est-à-dire des systèmes qui sont là uniquement pour traiter le cas d'accident. Je vais y revenir parce que je vous parlais de l'accident de Three Mile Island, mais à l'époque, il était considéré que l'accident le pire, c'était la plus grosse tuyauterie qu'on suppose couper en deux et déboîter complètement. Ça, c'était pendant très longtemps, jusqu'à l'accident de Three Mile Island, c'était considéré comme l'accident le plus important. Donc les opérateurs considéraient que s'ils traitaient cet accident, ils traitaient la sûreté. Hein. Et donc c'était les premiers systèmes de sauvegarde ont été installés pour postuler à ça. Et puis, Fukushima l'a d'ailleurs rappelé, on ne peut pas exclure qu'un accident arrive, et dans ces cas-là, il y a des dispositions d'organisation pour gérer au mieux un accident grave. Donc ça, c'est la défense en profondeur. Alors, en appui de cette défense en profondeur, comment on fait concrètement? C'est-à-dire quelqu'un qui veut construire une installation, il fait comment concrètement? Alors, il réfléchit à la liste d'accidents possibles. D'accord. Il les classe en un certain nombre de catégories parce qu'il y en a qui couvrent clairement, certains accidents couvrent clairement d'autres accidents. Et puis il se dit qu'est-ce que je fais pour que ces accidents soient gérés au mieux? Et donc là, il va introduire des systèmes de sécurité. Mais pour dimensionner ces systèmes de sécurité, il va faire un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, qu'au moment où l'accident se passe, son système de sauvegarde, il est inopérant parce qu'il y a un composant qui ne marche pas. D'accord. Donc ça, c'est des hypothèses qui doivent être pessimistes et qui supposent qu'un matériel qui est nécessaire ne marche pas au moment où il y en a besoin. Ça peut être des pompes, des relais électriques. Voilà. Donc la conséquence, elle est claire, c'est que, par exemple, ça conduit à la redondance des matériels. Hein. Sur les réacteurs, il y a ce qu'on appelle la voie A et la voie B. La voie B, c'est la même que la voie A, mais elle est là pour suppléer la voie si la voie A ne marche pas. Ça peut d'ailleurs aller plus loin. Sur les réacteurs de nouvelle génération, il y a plusieurs systèmes redondants. Par ailleurs, dès qu'un écart est détecté sur une installation, il y a des règles qui en limitent le fonctionnement, qui éventuellement demandent un arrêt immédiat. Bon, un réacteur nucléaire, je ne sais pas si c'est la peine de vous présenter ça, je vais passer au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est que je voulais vous parler de l'accident Three Mile Island. Donc c'est le premier accident civil important. Il y en a eu d'autres avant, je vous les présenterai ultérieurement. Alors, qu'est-ce qui se passe le 28 mars 1979? Donc, c'est un site qui s'appelle Harrisburg, enfin, qui est près d'une... C'est un site à Three Islands, qui est près d'une ville de près de 100 000 habitants, qui s'appelle Harrisburg. Et alors, l'installation a été mise en service l'année d'avant. Pour refroidir le réacteur, il y a ce qu'on appelle des générateurs de vapeur, hein, qui sont les systèmes par lesquels la chaleur s'échange pour faire tourner la turbine. Ce soir-là, il y a un problème d'alimentation du générateur de vapeur en eau, c'est-à-dire le générateur de vapeur n'a plus d'eau. D'accord ? Comme il n'a plus d'eau, la chaleur n'est plus évacuée, la température et la pression dans le circuit primaire augmentent. Ça ouvre une vanne. Jusque-là, rien d'anormal. Je dirais même que c'est prévu. D'accord ? Premier dysfonctionnement, il y a un système de secours des générateurs de vapeur qui ne se met pas en marche. Et pourquoi il ne se met pas en marche ? Parce que lors des opérations de maintenance, des opérateurs ont oublié de tourner la vanne pour le remettre en marche. D'accord ? Donc la situation est désagréable puisque le réacteur n'est pas du tout refroidi pendant un certain temps. Les opérateurs se concentrent sur cette vanne-là, ils mettent 25 minutes à peu près à comprendre ce qui se passe et à distance, ils arrivent à réouvrir la vanne. D'accord ?
Pendant ce temps-là, ça sort toujours par la soupape qui permet d'évacuer la pression du circuit primaire. Donc les opérateurs ont récupéré le moyen de refroidissement, et là, ils se disent, ils constatent que la vanne d'évacuation de la pression ne se referme pas. D'accord ? Alors ils ont un bouton qui impose la fermeture, donc ils appuient sur le bouton, fermeture de la vanne, et donc ça affiche vanne fermée. Et puis malheureusement, ils constatent qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que la pression commence à augmenter, continue à augmenter. Alors la raison, elle est intéressante à donner, c'est qu'en fait, quand ils appuient sur le bouton, il y a écrit vanne fermée, sauf que ça traduit le fait qu'ils ont appuyé sur le bouton. Ça ne traduit pas le fait que l'ordre a effectivement été donné à l'arrivée. Donc eux pensent que la vanne est fermée, en fait ce qu'ils ont fait, c'est l'indicateur dit juste vous avez appuyé sur le bouton, quoi. De l'autre côté, il ne se passe rien, mais eux ne le savent pas, puisqu'ils pensent qu'ils ont fermé la vanne. Donc la pression monte, et là ils font un certain nombre d'actions, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils font des actions inappropriées, c'est-à-dire ils ne font pas les bonnes actions, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et grosso modo, ils arrêtent les pompes primaires, ils arrêtent l'injection d'eau. Alors dans un réacteur nucléaire, le refroidissement est primordial. Il faut par tous les moyens mettre de l'eau. Or, eux l'arrêtent parce qu'ils craignent en fait qu'il y ait une telle pression dans la cuve qu'elle explose. D'accord ? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc ils arrêtent les pompes. Dans cet accident, tous les automatismes vont fonctionner correctement. Hein ? C'est-à-dire que les dysfonctionnements, c'est soit des problèmes d'intervention opérateur, soit des matériels qui n'ont pas fonctionné, mais les automatismes ont fonctionné. Donc ils arrêtent les pompes primaires, la température monte, le cœur commence à se dégrader. En fait, la situation est récupérée quand une équipe extérieure arrive, et elle comprend tout de suite ce qui se passe. C'est un enseignement très important. Et donc remet la situation, j'allais dire en ordre, pas vraiment, puisqu'en fait, le réacteur, le cœur, entre-temps, a fondu, hein, la moitié, 50%. Alors ce qui est aussi intéressant, et c'est un enseignement pour ce qui se passe à Fukushima aujourd'hui, c'est que l'accident a eu lieu en 1979. Les Américains ont réussi à rentrer dans le réacteur en 85, 6 ans après, et c'est à ce moment-là qu'ils ont constaté que le cœur avait fondu. Pendant ces 6 ans, il y a des gens très savants, très doctes, des gens compétents, qui ont écrit des papiers définitifs disant que non, le cœur n'avait pas fondu. Donc ça doit inciter à beaucoup de modestie sur ce qu'on tire de l'accident de Fukushima aujourd'hui. Tant que les Japonais ne seront pas rentrés dans le réacteur pour voir très concrètement ce qui s'y est passé, il faut prendre toutes les conclusions avec une certaine distance. Alors, il se trouve que les rejets ont été très limités. Il y a eu quelques rejets d'iode par ce qu'on appelle des bypass du confinement, c'est-à-dire des contournements du confinement, mais les conséquences ont été très limitées. Donc là, c'est une photo du combustible dégradé dans le cœur, et là, c'est une image, un schéma du cœur fondu. Alors, très concrètement, la gestion de cet accident a conduit à l'évacuation de la population, à plus de 100 000 personnes. Donc là, on voit des gens qui sont accueillis dans des gymnases. Là, c'est nos homologues de l'autorité de sûreté américaine qui rentrent sur le site pour faire des mesures. Évidemment, tout ça est suivi par une foule de journalistes donc, qui rentrent sur le site, qui font l'objet de contrôle par l'autorité de sûreté américaine avant de rentrer sur le site. Évidemment, c'est très très médiatique. Donc, j'ai l'exemple du Monde là. Le président américain, c'est Jimmy Carter, qui se trouve être un ingénieur nucléaire. Et donc, il veut aller sur le site. Il va sur le site. La photo qui est là-haut, c'est le car qui l'emmène sur le site, suivi par des nuées de journalistes et le directeur de la centrale qui explique ce qui se passe. Donc, une forte présence médiatique. Alors, qu'est-ce qu'on tire de cet accident ? Alors, beaucoup d'enseignants. Cet accident a alimenté la réflexion sur la sûreté nucléaire pendant des années. Il continue de le faire. Premier élément, c'est le retour d'expérience. Alors, pourquoi ? Le retour d'expérience, ça veut dire tirer les enseignements d'un événement pour éviter que ça se reproduise. Là, ce qui est intéressant, c'est que cet événement à Three Mile Island, la même séquence a eu lieu, exactement la même, 18 mois plus tôt, dans un autre réacteur qui s'appelle Davis-Besse. D'accord ? Sauf qu'à Davis-Besse, pour des raisons conjoncturelles, les opérateurs n'ont pas réagi tout à fait pareil et ont compris ce qui se passait un peu plus tôt, et donc il ne s'est rien passé au sens il n'y a pas eu de dégradation du cœur. Et donc ils n'en ont parlé à personne. D'accord ? Ils ont considéré que pas de conséquences, donc pas de problème. D'accord ? Or, le principe du retour d'expérience, c'est de dire c'est pas parce qu'il n'y a pas de conséquences qu'il n'y a pas de problème. Et donc, il y a toute une industrie du retour d'expérience qui s'est développée, comme ça se fait dans l'aérien, comme ça se fait dans l'industrie chimique, qui conduit j'y reviendrai, qui conduit à analyser tous les écarts. Parce qu'un petit écart peut être la cause, combiné avec d'autres petits écarts, d'un gros accident. Le facteur humain, donc je vous ai cité le problème de la vanne non fermée, je vous ai cité le problème de l'opérateur qui ne comprend pas que
que la vanne du pressuriseur n'est pas refermée. Donc il y a toute une dimension sur l'ergonomie. Il y a aussi un point que je n'ai pas cité, mais il y avait un opérateur qui était obèse, comme ça se rencontre aux États-Unis, qui n'arrivait pas à lire toutes les indications sur le tableau de... Voilà. Donc ça, c'est du facteur humain. Alors ça fait rire, sauf que c'est quand même dans une situation dramatique. Accident grave. Donc là, autre type d'événement, c'est que les gens réalisent à cette occasion-là que les accidents de référence pris, dont ma fameuse tuyauterie doublement débattue, en fait, ne couvrent pas toutes les situations envisageables pour un accident grave. Là, il n'y a pas de grosses tuyauteries qui sont cassées. C'est un autre mécanisme d'accident. Donc il y a eu là aussi toute une industrie de l'accident grave, des expériences, des manips, de la réflexion. Il y a une réflexion sur l'organisation et la gestion de crise. Aujourd'hui, dans les installations, il y a des équipes de crise qui viennent aider l'équipe d'exploitation, justement, pour l'aider à sortir de son schéma mental. Dans la conduite des réacteurs d'EDF, il y a une approche spécifique qui essaie de faire abstraction le plus possible de la compréhension fine de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de comprendre finement ce qui se passe pour intervenir. Ça pose d'autres questions. Mais en tout cas, ça cherche à répondre à cette question-là. Et puis évidemment, il y a tous les enjeux de communication qui sont massifs. Alors, donc le retour d'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des accidents peuvent venir d'un enchaînement d'événements qui sont déjà produits, d'où le retour d'expérience, c'est traiter des événements, quels qu'ils soient, dès qu'ils surviennent, sans attendre que le cumul de plusieurs d'entre eux donne des conséquences importantes. Je donne l'exemple d'EDF, 58 réacteurs en exploitation. Donc EDF a des grandes bases de données où il y a à peu près 10 000 événements par an qui sont renseignés. Une partie d'entre eux concerne la sûreté. On a accès à ces événements dans nos inspections. On ne les reçoit pas tous parce que je ne sais pas ce qu'on en ferait. Je rappelle que le premier responsable, c'est l'opérateur. Par contre, nous, on en reçoit à peu près 500 par an qu'on regarde de notre côté, EDF faisant le travail de son côté. Et pour un nombre important d'entre eux, il y a des actions correctives qui sont prises derrière. Alors après, il y a une gradation selon l'importance des événements. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vraie organisation de traitement du retour d'expérience, qui est un des moteurs de la sûreté au quotidien. Alors, tout à l'heure, je vous ai décrit l'approche déterministe pour assurer la sûreté d'une installation. On a des accidents forfaitaires qui sont censés couvrir un certain nombre de situations. Alors, cette démarche dite déterministe, elle est simple à comprendre, elle est facile à mettre en œuvre pour les concepteurs. Donc elle a un certain nombre d'avantages, et d'ailleurs ça reste la démarche de référence en France et dans beaucoup de pays. Par contre, elle a des limites. Bon, par exemple, elle ne conduit pas à une vision réaliste des conséquences, puisque c'est accident conventionnel, donc ça n'épouse pas forcément la réalité, forcément ce qui se passerait. Elle focalise l'accident sur quelques accidents rares, qui ont un caractère conventionnel, qui sont censés couvrir un large spectre de situations. Ça traite mal des dégradations progressives, typiquement ce qui s'est passé à Three Mile Island, et ça ne hiérarchise pas les risques. Et donc ça a conduit à réfléchir à ce qu'ils appellent les études probabilistes de sûreté, c'est-à-dire d'essayer de faire un lien entre l'exploitation normale au quotidien, sur lequel on a beaucoup de retours d'expérience, on a beaucoup d'événements qui sont analysés, puis les accidents graves où, bien heureusement, on a peu de références concrètes et réelles, mais qu'il faut néanmoins appréhender si on veut gérer la sûreté proprement. Et donc il y a une démarche dite d'étude probabiliste de sûreté qui consiste à identifier les séquences d'événements qui peuvent arriver à un accident grave. Il faut quantifier le risque en termes de probabilité et préciser les conséquences. On va arriver donc à une espèce de diagramme probabilité-conséquence. Alors, pour nous, cette démarche en France est une démarche complémentaire de la démarche déterministe, elle ne se substitue pas. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Les États-Unis se reposent plus sur la démarche probabiliste qui a un certain nombre de limites auxquelles je vais venir. Donc grosso modo, ça marche comment ? Il y a un travail qui est basé sur le retour d'expérience, notamment sur la fiabilité des matériels, parce que pour faire une étude de probabiliste, il faut connaître la probabilité de défaillance de tel ou tel matériel. Donc ça vient du retour d'expérience. Il y a des bases de données où les gens comptabilisent la fiabilité des événements. Il faut évaluer ce qu'on appelle la probabilité d'initiateur, c'est-à-dire de ce qui va commencer l'accident. Ce qu'on appelle un initiateur, ça peut être une brèche, ça peut être la perte d'une alimentation électrique, la perte d'une pompe. Donc il faut évaluer la probabilité de cet initiateur. Ensuite, il y a une modélisation de la propagation de l'accident qui va toucher tel ou tel système. Et puis, évidemment, ça renvoie à des sujets extrêmement précis, comme de la modélisation, de l'expérimentation, pour essayer de comprendre très concrètement comment se déroulerait un accident. Alors, j'ai fait un petit schéma qui est hyper simplifié, mais qui permet de bien comprendre.
Une étude pour probabilité de sûreté, alors, il y a un spécialiste là, qui est Michel Durin, qui est dans la salle, je crois, je ne le vois pas là. Il est là, voilà. Qui m'excusera pour le caractère réducteur de ma présentation. Mais donc la démarche est la suivante. On suppose qu'il y a une grosse brèche chez l'initiateur, donc la tuyauterie est percée. Et là, normalement, il y a des accumulateurs, c'est des gros réservoirs qui mettent de l'eau dans le réacteur. Et là, on évalue la probabilité que les accumulateurs marchent ou ne marchent pas. D'accord ? Et puis, après les accumulateurs, quand la pression diminue dans le circuit, il y a un autre système qui s'appelle l'injection de sécurité, qui vise aussi à mettre de l'eau. Donc là, pareil, on se pose la question, ça marche pas. Comme c'est de l'eau chaude, avec beaucoup de chaleur dans l'enceinte qui est apportée, la pression augmente dans l'enceinte, donc il faut la faire baisser, donc il y a des douches en haut de l'enceinte qui aspergent l'enceinte pour faire baisser la pression. Là, c'est pareil, ça marche pas. Donc à chaque étape, on calcule la probabilité, et puis on regarde le résultat. Et donc ça donne une étude probabiliste de sûreté. Alors là, c'est très réducteur ce que j'ai mis là, mais une étude probabiliste complète, c'est un nombre tout à fait important de séquences qui permettent d'évaluer la probabilité des événements. Alors l'intérêt, c'est quoi ? C'est que ça permet d'avoir une approche systématique des possibilités d'accidents. Ça permet de scruter de manière extrêmement détaillée les possibilités d'accidents. Ça permet d'identifier des situations jugées a priori peu dangereuses. Et un des apports des premières études probabilistes de sûreté en France, au début des années 90, c'est qu'elles ont montré que, contrairement à ce que les gens pensaient naïvement, c'est que les états d'arrêt présentaient des risques importants. Les gens pensaient que le réacteur était à l'arrêt, donc il n'y avait pas de risque. En fait, la raison est la suivante, c'est que quand un réacteur s'arrête, la chaleur du combustible reste. Elle décroît, mais elle reste. C'est-à-dire qu'il faut l'évacuer pendant un temps long. Donc il faut continuer à refroidir le réacteur. Or, il se trouve que les états d'arrêt sont aussi des états où il y a moins d'eau dans le réacteur. Donc certes, le cœur est moins actif, mais il y a moins d'eau pour le refroidir. Et donc on combine les deux. En 1990, au travers des études probabilistes de sûreté, les opérateurs, donc EDF et l'autorité de sûreté, ont constaté que là, il y avait une faiblesse, et donc il y a des mesures qui ont été prises pour renforcer la sûreté des états d'arrêt. Alors les limites des études probabilistes de sûreté, c'est que on a dedans que ce qu'on y met. C'est-à-dire que ça ne va pas inventer des choses qu'on n'y a pas mis. Et donc en particulier, il y a des problèmes nouveaux qui ne seront pas anticipés par les études probabilistes de sûreté. Par ailleurs, il y a des questions compliquées sur les niveaux de probabilité très faibles. Quand on passe en dessous de 10-4, 10-5, quel sens ça a ? Et puis, il y a une difficulté très pratique à les mettre en œuvre. Et puis, il y a des sujets compliqués, comme par exemple les données liées à la fiabilité humaine. C'est comment vous évaluez la probabilité qu'un opérateur appuie sur le bon bouton dans le bon délai. C'est quand même un exercice qui n'est pas simple. Donc ça a aussi des faiblesses, ça a des avantages et des faiblesses. Donc au niveau français notamment, on combine les deux. Voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'utilisation de ces études probabilistes a montré qu'il y avait derrière certaines phases qui étaient plus sensibles que d'autres, que certains matériels nécessitaient de regarder de plus près, et c'est le point que je viens de mentionner, que les opérateurs avaient un rôle tout à fait fondamental. Je vais venir au deuxième grand accident nucléaire, c'est Tchernobyl. Lui aussi a conduit à des enseignements, probablement moins riches en termes de sûreté nucléaire que l'accident de Three Island, mais il mérite d'être rappelé. C'est aussi lié au contexte de l'Union soviétique de l'époque. Donc en fait, le réacteur de Tchernobyl était en baisse de puissance. Il s'était préparé à réaliser une expérience de sûreté qui consistait notamment à inhiber des systèmes de sécurité à faible puissance, si vous voulez regarder le comportement du réacteur quand on inhibait certains systèmes de sécurité. Et il se trouve que dans leur baisse de puissance, le dispatching, c'est-à-dire les gens qui gèrent les demandes d'électricité, on dit au réacteur de Tchernobyl, non, arrêtez de baisser votre puissance, on a besoin de production d'électricité, donc vous maintenez où vous êtes ou vous remontez un peu. Il se trouve qu'en faisant ça, ils ont engendré un comportement du cœur connu, qui s'appelle l'effet Xénon, mais qui a conduit à retirer de manière massive les barres de contrôle du cœur qui contrôlent la réaction. Ils l'ont fait en violant les règles de sécurité. C'est-à-dire que la salle de commande était un arbre de Noël avec plein de feux rouges partout disant attention, vous allez dans le mur. Ils ont relevé les barres de sécurité au-delà de ce qui aurait été nécessaire. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte quand même que la situation commençait à être hors contrôle, donc ils ont voulu faire chuter les barres de contrôle, et là, ils se sont confrontés à un problème de conception du réacteur qui était connu aussi. C'est que ces barres de contrôle, elles ont, dans l'essentiel de leur longueur, elles ont des composants qui ralentissent la réaction, mais les extrémités sont en graphite, qui a la caractéristique d'accélérer la réaction.
Donc au moment d'arrêter le réacteur, ils ont commencé par donner un grand coup d'accélérateur avant de freiner. Voilà. Et le grand coup d'accélérateur a conduit donc aux dégâts qu'il y a là. Donc, dans le contexte de l'Union soviétique, donc, recherche du secret, manque d'information des populations, intervention de centaines de milliers de personnes avec des pelles et en courant mettre du sable sur la radioactivité. Des territoires très importants deviennent inaccessibles, hein, là c'est des barrières d'entrée. Là on voit le combustible fondu, ça s'appelle des pattes d'éléphant, dans le fond du réacteur. Donc une catastrophe majeure. Alors ça a conduit à quelques enseignements. Donc ça c'est ce qu'on appelle un accident de réactivité. Hein. L'accident Three Mile Island c'est perte du refroidissement. Là c'est l'autre type d'accident, c'est réactivité, c'est-à-dire la réaction n'est pas contrôlée. Donc clairement, ça a conduit à regarder comment étaient gérés ces problèmes de criticité sur les installations nucléaires. Donc il y a eu un travail fait en France. EDF a modifié d'ailleurs un certain nombre de ces installations suite à ça. Ça a soulevé la question de ce qu'on appelle la gestion post-accidentelle, dont on voit toute l'importance au Japon aujourd'hui. La gestion post-accidentelle, c'est comment sont gérés les territoires contaminés après une catastrophe de ce type, dans quelle mesure les populations peuvent y revenir, sous quelles conditions. Et puis évidemment, il y a la question de l'information qui était prégnante, y compris en France, hein, puisque aujourd'hui, clairement, on n'aurait pas une information comme elle s'est faite en 1996 sur cette catastrophe. Donc des enseignements importants aussi. Alors, il y a eu d'autres accidents, hein, à cette époque-ci. Il y a eu par exemple un accident qui a été révélé tardivement en URSS dans une usine militaire. Usine de retraitement donc, pour fabriquer du plutonium. Le retraitement génère des produits de fission qui sont très chauds, et donc il faut refroidir. Sur ce site, il y avait des cuves de produits de fission qui étaient refroidis jusqu'au jour où le refroidissement est tombé en panne. Il y avait d'autres priorités de production, et donc les installations n'ont pas été réparées. Il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire les cuves ont explosé. Donc ça a contaminé largement l'environnement, et suite à ça, comme il n'y a plus de cuves de refroidissement, les produits de fission ont été rejetés dans le lac d'à côté. Donc c'est quand même une gestion scandaleuse de ça. Et là, il y a des restes, hein, c'est des zones qui restent très contaminées. En Angleterre, à la même année, il y a eu un accident sur un site qui s'appelle Windscale, qui aujourd'hui s'appelle Sellafield, où là, il y a eu un incendie dans les réacteurs au graphite, et qui a conduit, c'est pour ça que je vous ai mis l'article de journal, qui a conduit pour la première fois, je crois, à des restrictions, des contre-mesures vis-à-vis des populations. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas boire le lait. Là, hein. Voilà. À la France, dans tout ça, la France aussi a eu des accidents graves. Alors certes, pas de l'ampleur des précédents, mais néanmoins. Et en 1980, sur la centrale de Saint-Laurent, le réacteur était, donc c'est un réacteur de la filière uranium naturel graphite gaz. 2 réacteurs étaient en fonctionnement à puissance nominale, et d'un seul coup, les EDF a constaté une augmentation brutale de la radioactivité du gaz de refroidissement. Le réacteur s'est arrêté. Quand EDF avait constaté ce qui s'était passé, le résultat, c'est qu'il y avait 2 éléments combustibles qui avaient fondu, et un avait fondu partiellement, donc à peu près 20 kg. Une des raisons est la suivante, c'est qu'il y a des canaux verticaux qui servent au refroidissement. Il y en avait 6 qui avaient été obturés par une plaque métallique qui s'était retrouvée dans le circuit et qui avait empêché la circulation. Voilà, et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'échelle de gravité. J'en parlerai tout à l'heure, mais si ça avait lieu aujourd'hui, ça aurait été classé parmi les accidents au niveau 4. Tchernobyl 7, Three Mile Island 5, Fukushima, je pense qu'on est les premiers à avoir évoqué au niveau international l'idée que ce soit niveau au moins 6. Nous, on l'aurait classé 6, les Japonais ont classé 7. Cela étant, à ce niveau-là, ça ne fait pas beaucoup de différence. Hein. Alors, je vous parlais un peu de notre activité de contrôle. Donc l'industrie électronucléaire en France, c'est 58 réacteurs en exploitation, 1 en construction. Le système français est particulier, il y a 4 grands opérateurs, hein, EDF, CEA, Areva, Andra. Ce n'est pas le cas partout. Aux États-Unis, à une époque, il y avait 100 réacteurs, 50 opérateurs. Ça structure la relation de l'autorité de contrôle avec l'exploitant. Nous, on est dans un système plus sur mesure, sachant qu'on a des capacités avec l'IRSN d'expertiser en détail ce que proposent les opérateurs, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis. Un petit opérateur a beaucoup plus de mal à mobiliser une ingénierie. Donc le système américain est beaucoup plus normatif. Hein. Alors, autre caractéristique du parc français, c'est qu'il est standardisé, c'est-à-dire que les réacteurs, ils se ressemblent peu ou prou. Hein. Donc les 58 réacteurs sont à peu près les mêmes.
Et la production d'électricité, elle est de 80% nucléaire. Et donc ça oblige à une exigence d'anticipation. Hein. D'abord de la part d'EDF, et puis ensuite de la part de l'autorité de sûreté et de l'IRSN. Pourquoi ? Parce que quand il y a un pépin sur un réacteur, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il ne va pas arriver ou est-ce qu'il n'est pas déjà présent sur les 57 autres ? Évidemment, la situation dans laquelle on ne veut pas se retrouver, c'est une situation où un défaut important serait constaté sur une grande partie du parc et où là, il y aura un choix compliqué, politique, entre continuer l'exploitation avec une sûreté dégradée, mais des gens qui peuvent se chauffer, ou arrêter les réacteurs au motif que la sûreté n'est pas assurée et avoir un gros problème d'alimentation électrique. Donc ça, c'est exigence forte. Ça explique d'ailleurs que sur un certain nombre de sujets, on est plus allant qu'un certain nombre de nos collègues, qui ne sont pas forcément confrontés à cette situation. Je prends même les États-Unis, ils sont 20% de nucléaire dans la production d'électricité. Même s'ils l'arrêtaient, on peut imaginer de se passer de 20% d'électricité, c'est ce que font les Japonais. 80%, c'est plus compliqué. Donc c'est assez structurant dans notre fonctionnement. Bon, il y a un peu tous les types d'installations que je vais passer. Alors, ce qu'on appelle le nucléaire de proximité, c'est l'autre domaine qu'on contrôle. On a à peu près nos effectifs sont répartis à part égale sur les autres domaines. Et là, vous voyez qu'on est à l'opposé du spectre. Quand on a peu d'installations avec potentiellement beaucoup de risques. Là, on a à l'opposé beaucoup d'installations dont une partie ont des risques limités. Dans ce nucléaire de proximité, les activités à risque, c'est la radiothérapie et la gammagraphie. Donc là, ce petit appareil-là, je vous le montre, il est là. Vous voyez, c'est tout petit, c'est pendant une inspection de la SN. Vous voyez que c'est sur un chantier. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est des conditions d'utilisation accidentogènes. Hein. Donc c'est un sujet, ça c'est un sujet de préoccupation. Alors, notre mission, c'est assurer au nom de l'État. Donc on est un bout d'État, je vous expliquerai, on est indépendant du gouvernement, mais on est au sein de l'État. Et donc on contrôle la sûreté nucléaire à la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l'environnement des risques liés à l'utilisation nucléaire et contribuer à l'information des citoyens. Ça, c'est les textes qui disent ça. Donc on fait du contrôle de la sûreté nucléaire à la radioprotection. La sûreté nucléaire est la priorité, la responsabilité première de l'exploitant. Nous, on fait le contrôle. Et puis là, vous avez les gens à qui ça s'applique, vous voyez, notamment les patients. Ça concerne évidemment très clairement le médical. Alors, les responsabilités, c'est la suivante. Hein. L'autorité de sûreté définit les objectifs généraux de sûreté et c'est les opérateurs ou les utilisateurs de rayonnement ionisant qui nous expliquent, c'est la notion de démonstration, comment ils mettent ça en œuvre. Hein. Il y a un travail d'analyse avec l'aide de l'IRSN, l'analyse technique, pour vérifier que les propositions sont adéquates. Les opérateurs les mettent en œuvre et puis après on a une activité d'inspection pour vérifier que les choses sont bien faites. Alors, l'ASN, depuis 2006, c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. Ça veut dire qu'elle est indépendante, bien évidemment, des opérateurs, hein, des promoteurs de l'énergie, mais elle est aussi indépendante du gouvernement. Ça veut dire que très concrètement, on ne rend pas compte au gouvernement. Hein. On rend compte au Parlement. Et alors, on est dirigé par un espèce de conseil d'administration de 5 personnes qui ont un certain nombre de missions, notamment garantir l'indépendance de l'ASN. Je vais revenir sur ce point. Donc le collège de l'ASN est là, le président vient de changer. Voilà, donc là c'est un espèce de conseil d'administration qui a les responsabilités de plus haut niveau, donc notamment garantir l'indépendance de l'ASN, définir la politique générale de l'ASN, prendre des décisions majeures. Alors, on travaille selon 4 valeurs, donc compétence, rigueur, c'est la moindre des choses, mais aussi indépendance, transparence, et je voulais revenir là-dessus. L'indépendance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'indépendance ? Alors, très concrètement, on a l'habitude, nous, de dire que c'est la capacité à dire non. Ça ne veut pas dire non tout le temps, mais c'est la capacité à dire non. Et l'indépendance, c'est une exigence qui est demandée aux autorités de sûreté au niveau international. Ça a une acception variable selon les pays, il faut être clair. Hein. Mais c'est une exigence qui est dans les textes internationaux. Alors, très concrètement, ça se juge sur les actes. Donc la SN, par exemple, a été conduit pour des raisons d'écart constaté, à arrêter 2 fois le chantier EPR. On a suspendu des centres de radiothérapie, parce qu'on considère que la sécurité des patients n'était plus assurée. Et ça, je peux vous dire que c'est une décision pas facile à prendre, parce que ça met en jeu le soin des patients. Et je pense que si la SN avait été au sein du gouvernement, elle n'aurait pas pu prendre cette décision. Le ministère de la Santé, le ministre de la Santé ne l'aurait probablement pas autorisé. Et puis on a pris des positions sur le nucléaire international, notamment au moment où le président de la République de l'époque proposait de vendre la technologie nucléaire à un certain nombre de pays, dont la Libye. Et on a pris des positions en 2008 et en 2010. En 2008, on a indiqué que
Mettre en œuvre l'énergie nucléaire, c'est un processus long qui doit être structuré, qui, de notre point de vue, prend une quinzaine d'années si on part de zéro, qui commence par mettre un encadrement, avoir un opérateur compétent, avoir une autorité de sûreté compétente, des textes, etc., donc 15 ans. Le deuxième texte, il était lié à l'époque où EDF avait des velléités de développer un réacteur avec les Chinois dit génération 2, donc génération qu'on n'accepterait plus en France aujourd'hui. On a pris position en disant qu'on ne voulait pas de nucléaire à deux vitesses. Donc ça me semble être des exemples traduisant le fait que je pense qu'aujourd'hui on a une indépendance de fait. Alors ça étant, l'indépendance c'est jamais acquis, il y a des risques sur l'indépendance. Alors je peux vous garantir que depuis que je suis en fonction, en tout cas, j'ai jamais reçu de coup de téléphone d'un ministre ou d'un cabinet ministériel disant qu'il faudrait faire ci ou pas faire ça. Par contre, il y a des choses plus insidieuses comme ça. Vous vous souvenez peut-être du rapport Roussely à l'été 2010, qui d'ailleurs n'a jamais été rendu public. Ce rapport aussi, clairement, mettait en cause l'autorité de sûreté, enfin très probablement, puisqu'on ne l'a pas vu, notamment suite à des décisions qui avaient conduit à des questions sur le contrôle-commande de l'EPR. C'est le moment où Abu Dhabi avait choisi son réacteur qui n'était pas l'EPR, mais un réacteur coréen. Et donc, vous voyez, ça, c'est des articles de presse. Le gendarme nucléaire accusé d'en faire trop, qui veut la peau de l'autorité de sûreté nucléaire. Et ça, c'est des papiers de 2010. Donc vous voyez, c'est quelques mois avant Fukushima. D'ailleurs, inutile de vous dire qu'après Fukushima, la situation s'est modifiée, mais on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri que sur le long terme, ça revienne. Donc le vrai sujet sur l'indépendance de l'ASN, c'est plutôt ça, sur des autorités de sûreté, qu'une espèce de vision d'une convocation pour dire de faire ci ou ça. Alors, ça c'est le premier aspect, c'est l'indépendance. La transparence, alors pour nous, ça va évidemment avec. Puisque le fait d'être en position de dire les choses est une garantie qu'on puisse faire notre travail sereinement. Donc on rend public beaucoup de choses, nos décisions importantes, toutes nos lettres de suite d'inspection, on en fait 2000 par an, elles sont publiques. On a des lecteurs attentifs, notamment des associations, qui savent trouver les morceaux croustillants dans nos lettres de suite d'inspection. Les incidents, il y a à peu près 100 à 200 incidents de niveau 1, je reviendrai dire ce qui c'est qui sont rendus publics tous les ans. On rend compte au Parlement. La photo du milieu en bas, là, c'est la présentation de notre rapport annuel sur la sûreté nucléaire et la radioprotection au Parlement. Et puis on essaie aussi de développer des approches pluralistes, c'est-à-dire où on rassemble des gens d'horizons divers sur un certain nombre de sujets, donc les déchets radioactifs, le post-accidentel, le tritium, les leucémies. D'origine diverse, ça veut dire quoi? Donc il y a les professionnels concernés par le sujet, il y a les administrations de contrôle, il y a les experts, mais il y a aussi des associations. Je prends l'exemple sur les leucémies autour des centrales pour les enfants. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a besoin de connaissances supplémentaires sur ce sujet? On avait rassemblé des opérateurs nucléaires, mais aussi des professeurs de médecine sur les leucémies, des associations de patients qui s'intéressent à ces sujets, des associations de protection de l'environnement, et on a abouti à un travail aussi consensuel que possible, sachant que toute partie a toujours la possibilité à un moment ou à un autre de dire je ne partage pas telle ou telle conclusion. Je voulais revenir sur l'échelle de gravité. Donc ça, cette échelle de gravité, c'est un effet post-Tchernobyl. Le gouvernement de l'époque avait demandé à Pierre Desgroupes, le journaliste bien connu, 5 colonnes à la une, de réfléchir à un outil simple pour permettre aux gens, donc le public, mais aussi les médias, et peut-être surtout les médias, d'être capable d'évaluer si un problème sur une installation est grave ou pas. C'est vrai que ça peut être assez facilement technique. Voilà. Et donc, il y a une échelle de gravité qui a été élaborée en France d'abord, qui allait de 0 à 6, qui a été reprise par l'AIEA, qui est maintenant une échelle internationale des événements nucléaires, INES, qui a 7 niveaux, et sur lequel nous déclarons les événements. Alors là, je vous ai mis le score 2011. Donc, en général, il y a 100 à 150 ou 200 niveaux 1 par an, c'est relativement stable. Et des niveaux 2, il y en a entre 0 et 4 par an à peu près. Là, cette année, pour 2012, on en est à 2 déjà. Mais voilà, c'est les ordres de grandeur. Niveau 3, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. C'était un problème sur un transport de sources radioactives qui venait de Suède, par un transporteur dont le nom m'échappe, dans un avion où le couvercle s'est ouvert et donc il y avait de l'irradiation du personnel. Et quand on regarde les doses reçues par les gens, ça conduisait à le classer au niveau 3, donc ça c'est, je crois, en 2000. Nos missions, c'est réglementer, autoriser, contrôler, contribuer à la gestion des situations d'urgence, informer les publics,
Je ne vais pas rentrer sur les deuxièmes points. L'informer les publics, j'en ai parlé. Je voulais venir à l'inspection et aux situations d'urgence. Donc les inspections, c'est ce que j'ai déjà dit, 2000 inspections par an, la moitié grosso modo dans chaque domaine, c'est-à-dire les grosses installations et le nucléaire de proximité. Les situations d'urgence, donc notre boulot dans ces cas-là, c'est d'une part de contrôler ce que fait l'opérateur, y compris en situation d'urgence, c'est-à-dire qu'il prend les bonnes décisions pour revenir à un contrôle de la situation. C'est conseiller le gouvernement, le préfet notamment, sur les contre-mesures à prendre, c'est-à-dire est-ce qu'il faut évacuer les populations, par exemple. C'est évidemment répondre aux médias et informer les populations. Et puis enfin, on est point de contact au niveau international pour entrer, sortie d'informations. Alors on se prépare, donc on fait des exercices de crise régulièrement, une dizaine par an. Là, mardi dernier, par exemple, on avait un exercice de crise sur la centrale du Blayais. Tout ça, c'est un processus structuré où on s'appuie sur... on a un centre de crise, on s'appuie sur le centre de crise de l'IRSN. Pendant Fukushima, on a créé notre centre de crise dès le 11 mars. Il a été créé 24 heures sur 24 pendant un mois. Et ce qui est intéressant, et ce qui pose question d'ailleurs, c'est que il a fonctionné un mois à 24 heures 24, et notre travail n'est évidemment pas de contrôler le retour à l'état sûr de l'installation, puisque ça c'était le boulot des Japonais. Notre seul travail, qui pourtant nous a mobilisés à cette hauteur-là, c'était de récupérer de l'information, de la digérer, de la restituer. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de décision à prendre. On a donné quelques conseils pour l'ambassade de France au Japon, mais grosso modo, on n'avait pas de décision à prendre en France, c'était que de la gestion de l'information. On avait des camions de télé en permanence garés chez nous, et ça a nécessité un gréement 24 heures sur 24 pendant un mois. La moitié de la SN est passée au centre de crise, 200 personnes. Donc ça interroge sur la capacité à gérer une crise en Europe ou en France. Et quand je dis ça interroge, pas seulement la SN, ça interroge l'ensemble des autorités de sûreté européennes, notamment. Alors, je voulais aborder ce point-là, parce qu'on est à l'Institut de physique théorique. La SN n'a pas de responsabilité dans la recherche. Néanmoins, on a souhaité s'impliquer dans ce sujet. Pourquoi ? Parce que nos décisions sont des décisions techniques. Elles doivent être basées sur une expertise de qualité robuste. Et cette expertise de qualité, elle doit notamment utiliser les meilleures connaissances scientifiques et techniques. Et donc, on a considéré que c'était notre boulot aussi de porter un jugement sur les orientations des recherches. C'est-à-dire, c'est quoi les recherches qu'il faut engager pour nos sujets, pour permettre dans 10, 15 ans, 20 ans, d'être en mesure de prendre les bonnes décisions. Alors on a créé un réseau de correspondants de recherche interne, on a créé un comité scientifique qui est là. Donc le patron, c'est l'ancien responsable de l'autorité de sûreté américaine, donc notre homologue, l'ancien responsable de la recherche. L'autorité de sûreté américaine, c'est 4000 personnes. Donc c'est un gros truc. Et puis donc on a les membres, il y a quelqu'un du CA, Bernard Boulis, quelqu'un de l'INSERM, Vincent Pavaudon, Jean-Claude Lehmann, qui est connu par beaucoup de monde, Michel Schwartz qui venait de l'IRSN, Victor Tischendorf qui venait de l'équivalent allemand de l'IRSN et Michel Spiro qui je pense est bien connu ici. Et donc on s'est interrogé sur un certain nombre de sujets. Donc on a par exemple rendu un premier avis sur un certain nombre de sujets. Je prends par exemple la radiobiologie. On a considéré qu'il fallait travailler sur l'impact des faibles doses, c'est-à-dire approfondir la connaissance sur le cumul dans le temps de doses peu importantes mais permanentes chroniques. On souhaite s'intéresser à la question de la radiosensibilité, c'est-à-dire on constate que les gens ne réagissent pas de la même manière au rayonnement ionisant. Il y a 5 à 10% de la population qui sont soit très réactifs, soit peu réactifs. Donc il faut essayer d'en comprendre les motivations, ça peut avoir un rôle tout à fait important du point de vue médical ou du point de vue gestion des effets des rayonnements. Et le troisième point, et ça notamment Fukushima l'a remis en avant, c'est continuer à travailler sur le traitement des gens très irradiés. Voilà, je vous donne un exemple, il y en a d'autres. Alors, je voulais terminer, je peux prendre encore 10 minutes, un quart d'heure ? Ouais. Je voulais terminer sur l'accident de Fukushima. Alors d'abord, je voulais rappeler que la position de la SN, historiquement, avant Fukushima, c'est de dire qu'on ne peut pas exclure un accident nucléaire. C'est une donnée de base et ça conditionne la sortie d'action. Là, je vais sortir un article de presse de 2006 où on dit qu'un accident nucléaire n'est pas possible et malheureusement, Fukushima nous a confirmé ça. Alors, le site de Fukushima, la photo avant-après. Donc avant, il y a 4 réacteurs au bord de mer tout proche et 2, vous voyez, c'est les petites boîtes là, 2 en haut, un peu à l'écart, qui ont été moins atteints par l'accident. Et là, évidemment, c'est après l'accident. Là, le terrain est ravagé. Les 3 réacteurs ont été détruits.
Bon, c'est un réacteur à eau bouillante. Dans le monde, il y a grosso modo 2 grandes catégories de réacteurs. Il y en a d'autres, hein, mais massivement, c'est soit des réacteurs pressurisés, 2 tiers du parc, 1 tiers des réacteurs à eau bouillante. En France, c'est que dépressurisé. Les 2 technologies ont des avantages et des inconvénients. Donc là, je vous le présente. Ce réacteur, donc il y a la cuve du réacteur qui est entourée par une enceinte en acier, puis une enceinte en béton. Et il y a le bâtiment qui ne joue pas de rôle en termes de confinement, en fait. Je l'indique parce que je vais y revenir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe le 11 mars? Donc, il y a un séisme extrêmement important qui se passe, pas très loin de la centrale de Fukushima. Alors, les Japonais disent Daiichi, parce qu'il y en a une pas très loin qui s'appelle Daini, qui elle a été qui a été impactée. S'il y avait eu qu'elle, on en aurait beaucoup parlé, mais ça a été vraiment écrasé par la situation sur Fukushima Daiichi. Bref, le séisme d'intensité 9, arrêt automatique des réacteurs sur signal sismique, donc ça c'est normal. Les alimentations électriques extérieures, c'est-à-dire les pylônes, sont détruits, donc plus d'alimentation extérieure. C'est évidemment prévu pour les installations nucléaires. Ça s'est passé à Blayais en 1999 lors de la grande tempête. Il y a des dispositifs internes, des générateurs de secours qui prennent le relais. Alors ça, c'est l'information qu'on a aujourd'hui. On a l'impression, c'est ce que disent les Japonais en tout cas, c'est que sur la partie sismique, l'installation se serait bien comportée. Je rappelle mon bémol de tout à l'heure, c'est-à-dire tant qu'on ne sera pas allé vraiment sur place pour vérifier que c'est bien le cas, il y a toujours une interrogation. Mais a priori, ça s'est passé raisonnablement. Et alors arrive la vague de 14 mètres du tsunami, qui a 2 effets. Un effet de déversement d'eau salée sur le site. L'eau salée et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage, donc perte des alimentations électriques. Et puis plus fondamentalement, ce mur d'eau de 14 mètres, c'est une vraie force mécanique et donc qui détruit les ouvrages. C'est-à-dire qui casse les tuyauteries, qui casse les prises d'eau. Hein. Et donc à partir de ce moment-là, le cœur des réacteurs et des piscines ne se sont plus refroidis. Et donc les combustibles, ils chauffent, ils éclatent. Et ça conduit à la fusion du combustible. Là encore, on ne sait pas quelle est la proportion du cœur du réacteur qui a fondu. Alors la fusion du combustible conduit au dégagement d'hydrogène. C'est une réaction entre l'uranium, les produits de fission et la gaine du combustible. Donc ça a 2 effets. Donc ça produit de l'hydrogène puis ça produit de la pression. Et donc, pour éviter que les enceintes de confinement soient abîmées par l'excès de pression, l'opérateur procède à des décompressions volontaires, donc il relâche de la radioactivité et de l'hydrogène. Et là, il se trouve que l'hydrogène est piégé, pour des raisons qui restent à expliquer, est piégé dans la superstructure externe qui, normalement, ne joue pas vraiment de rôle. Mais l'hydrogène est piégé, et comme il est piégé, au bout d'un moment, il est en concentration telle, et il y a la petite étincelle qui fait que ça explose. D'où les expressions qui ont été vues en direct sur les 3 des 4 réacteurs de devant, le 4e étant à l'arrêt à ce moment-là. Alors dans le détail, les explosions sur les 3 réacteurs ne sont pas dues aux mêmes circonstances, hein, mais au final, c'est ça qui se passe. Alors j'ai quelques photos. Donc ça, photo de l'arrivée du tsunami sur la centrale. Voilà, c'est la suite. Donc là, on voit les réservoirs, on voit la hauteur de l'eau, on voit les voitures qui sont baladées. Donc ça, on voit l'eau qui arrive derrière les installations. On voit l'eau qui monte avec la voiture qui flotte. Et puis on voit, une fois que l'eau est partie, l'état du site. Donc c'est un site ravagé. C'est évidemment pas neutre sur la gestion à suivre de l'accident. Alors, je vous ai dit qu'il y avait perte des alimentations électriques. Elles ont disparu à tous les niveaux. Donc d'abord, il y a les pylônes, hein, donc les pylônes d'alimentation de l'extérieur de la centrale. C'est une centrale nucléaire, oui, c'est un point important, ça produit de l'électricité, mais ça a aussi besoin d'électricité pour assurer sa sûreté quand c'est à l'arrêt. Donc il y a besoin d'alimentation électrique. Ça, c'est les connexions entre l'alimentation extérieure et l'interne du site. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les tableaux électriques, c'est-à-dire des connexions internes. Donc l'alimentation électrique est perdue. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des batteries alors, qui ne durent pas très longtemps, qui durent 1 heure ou voire un peu plus, mais qui peuvent aider. Là, il se trouve que les batteries étaient au fond du bâtiment. Donc l'eau, elle est rentrée massivement dans le bâtiment, elle a noyé les batteries. Alors, on peut dire qu'ils sont complètement idiots d'avoir mis des batteries là. En fait, la raison, c'est que ce tsunami n'était pas pris en compte et les batteries étaient mises au fond du bâtiment vis-à-vis du risque sismique. Parce que vis-à-vis du risque sismique, c'est intelligent de mettre une batterie au fond,
puisqu'on a moins le risque que le bâtiment se tombe dessus. Voilà, donc des dispositions qui ont été prises pour des raisons de sûreté s'avèrent, puisque le sujet n'avait pas pris en compte le tsunami, et des conséquences adverses. Là, c'est la source de refroidissement. Vous voyez, c'est là où l'eau est censée être prise. Vous voyez, c'est détruit. Alors là, c'est l'équipe que vous voyez, c'est l'équipe de l'AIEA qui est allée sur le site fin mai 2011. Le responsable adjoint de cette mission était un des commissaires de la SN, Philippe Jamet, bien connu par certains. Alors, bon, ça c'est ce que j'ai expliqué, hein, production d'hydrogène, etc. Donc là, on voit les effets de l'explosion de l'hydrogène qui s'est accumulé dans la superstructure du bâtiment. Alors, la gestion de l'accident est extrêmement difficile pour les opérateurs, parce qu'il n'y a plus de système de sûreté. Ils ont perdu les moyens de communication, puisque pas d'alimentation électrique. Il y a des dommages importants sur le site. Or, il y a des opérations qui peuvent être faites sur site, aller manier des vannes, je ne sais pas quoi. Voilà, mais c'est difficile de se promener sur site. Et puis, il y a des rejets radioactifs. En salle de commande, ils étaient dans le noir et ils avaient des dosimètres pour mesurer la dose qu'ils reçoivent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dosimètres étaient des dosimètres électriques. Donc, ils ont perdu rapidement les dosimètres. Donc, ils étaient dans le noir à la fois physiquement au premier degré et puis sur tout un tas d'informations. Donc, situation extrêmement difficile pour les opérateurs. Donc, ça, c'est des exemples de dévastation du site. Hein. Donc, évidemment, c'est très difficile pour un opérateur d'aller faire quoi que ce soit. Voilà. Alors, dans leur malheur, les Japonais ont eu deux chances. Premièrement, c'est que les rejets sont partis massivement vers l'est. D'accord ? Il y a un moment où le vent a un peu tourné, a rabattu, je le montrerai tout à l'heure, vers le nord-ouest, vers une zone de montagne et de forêt. Mais massivement, c'est parti vers l'est. Le déroulement de l'accident a évidemment été différent si au lieu d'aller vers l'est, c'était aller vers le sud-ouest, vers Tokyo. Hein. Donc ça, c'est un premier facteur de chance. Le deuxième, c'est qu'il se trouve que sur ce site, les Japonais avaient quelque temps avant mis en place un centre de crise bunkerisé. C'est quelque chose que d'ailleurs on demande à EDF de mettre en place, j'y reviendrai, dans lequel les opérateurs ont pu se réfugier pour reprendre possession du site petit à petit. Hein. Donc c'est un endroit où vous pouvez être 200, 300, où ils ont travaillé, ils ont construit, ils ont vécu, et ils ont construit leur mode d'action. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Japonais étaient contents de ce site, qui était finalement une bonne idée, et on a beaucoup de relations internationales. Et en 2008, on était allé au Japon dans le cadre d'échanges sur la gestion des situations d'urgence, et c'est dans notre rapport annuel 2008, ça, on l'avait mis comme illustration, c'est ce centre. En 2008, on avait été invité par les Japonais par voir ce centre, et on avait trouvé que c'était une bonne initiative, donc on l'avait mis dans notre rapport annuel. Voilà, donc c'est la photo du site en 2008. Voilà. Alors d'autres photos pour voir les conditions néanmoins dans lesquelles ça se faisait. Hein. Donc ils dormaient sous les tables, ils mangeaient sur place. Mais néanmoins, ça leur a permis d'avoir un endroit où ils pouvaient enlever leur équipement de protection et travailler plus sereinement. Dans les actions à prendre derrière, il y a évidemment fixer la contamination, donc les produits qui la collent au sol pour permettre aux gens d'intervenir plus sereinement. Entreposer l'eau contaminée, évidemment l'eau dans les premiers temps de l'accident circulait en circuit fermé, en circuit ouvert, il fallait refroidir le réacteur, donc mettre de l'eau. Mais cette eau, elle partait dans l'environnement, dans la mer. Donc il y a eu une quantité d'eau tout à fait importante mise dans la mer. Et donc pour traiter ça, il y a eu arrivée de réservoirs pour mettre de l'eau. Notamment les Américains ont prêté des barges flottantes, prêtées probablement données, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire après. Enfin, il y a un exemple là. Voilà. Déblayer le site, hein, donc il y a des gros travaux de déblaiement de site pour permettre de faire intervenir des moyens plus conséquents. Des travaux pour confiner les installations, puisqu'évidemment elles sont ouvertes à l'intérieur, il faut quand même minimiser la contamination qui pourrait être mise en suspension. Bon, à ce stade, avec toutes les réserves que j'ai déjà indiquées tout à l'heure, les rejets devraient être inférieurs à ceux de Tchernobyl. Pourquoi ? Parce qu'à Tchernobyl, il y a une explosion qui a propulsé dans la haute atmosphère énormément de choses, ce qui évidemment n'était pas le cas là. Enfin, néanmoins, même si on baisse un facteur 10, ça fait quand même énormément de radioactivité mise dans l'environnement. Bon, il y a un certain nombre de travailleurs qui ont reçu des doses non négligeables. Il y a une zone contaminée qui a correspondu à un changement de vent vers la fin du mois de mars, qui a rabattu la radioactivité, je vous montrerai derrière. Et donc, il y a eu des zones évacuées tout à fait importantes. Et là, de ce point de vue-là, on peut aussi dire que les Japonais, sur ce sujet-là,
ont quand même fonctionné de manière raisonnable. Ils ont quand même réussi à évacuer 200 000 personnes dans un contexte. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un tsunami qui a fait 25 000 morts en parallèle, avec un paysage dévasté. Ils ont quand même réussi à évacuer 200 000 personnes. Donc c'est quand même une prouesse, on va dire. Alors voilà, la zone de contamination, elle est vers le sud-ouest. Là, c'est la zone rose. Hein. Bon, ces zones vont rester, en tout cas pour une partie d'entre elles, vont rester inaccessibles pendant des dizaines d'années. Donc là, c'est toujours la mission AIEA qui est allée fin mai. Et donc ça, c'est des zones évacuées. Donc c'est des endroits où il n'y a plus personne, quoi. Donc vous voyez, les magasins sont déserts, les voitures sont abandonnées. Ça, c'est des cultures, il y a le bétail. Dans la gestion post-accidentelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait d'un terrain contaminé après un accident, la question agricole est tout à fait importante. On a en 2005 engagé une action à la demande du Premier ministre sur ce sujet, dont on vient de conclure une première étape là. Ça a été mis sur notre site internet hier soir, sur des premiers éléments de doctrine, sur comment on gère les premiers instants d'une situation post-accidentelle. Et il y a tout un volet lié à la gestion agricole. Voilà, bon là je passe le détail. Hop. Alors, je vais terminer par qu'est-ce qu'on a fait en France, et j'aurai terminé mon intervention. On a fait 3 actions suite à l'accident. On a créé notre centre de crise, ça je vous en ai parlé. Hein. On a lancé des inspections ciblées sur les sujets Fukushima, c'est-à-dire perte des alimentations électriques, alors protection contre le séisme et l'inondation, premier point, perte des alimentations électriques et du refroidissement, deuxième point, et gestion et accidents graves, troisième point. Donc on a engagé une série d'inspections ciblées sur 38 sites, donc 19 d'EDF et 19 autres. On a ouvert nos inspections à un certain nombre d'observateurs, des commissions locales d'information, du Haut Comité à la transparence, des parlementaires, des experts étrangers. Le CEA Areva n'ont pas souhaité que ces observateurs puissent participer. EDF l'a fait. Ça nous semblait être une démarche d'ouverture. Nos inspecteurs ont droit d'accès à n'importe quel moment du jour et de la nuit sur les sites, mais évidemment, c'est pénétrer sur une propriété privée, donc c'est encadré par la loi. Donc on ne peut pas imposer la présence d'autres personnes. Donc c'est une démarche volontaire. Et en parallèle, on a engagé une démarche dite d'évaluation complémentaire de sûreté. Donc c'est une démarche pour renforcer la sûreté au-delà de ce qui est fait aujourd'hui. Il y a des choses qui sont faites, mais on les renforce pour ces situations extrêmes. Et très concrètement, ça commence par réévaluer les marges de sûreté des installations par rapport à ce type de phénomène extrême. 150 installations sont concernées en France. On a commencé par les plus sensibles, donc la moitié d'entre elles, à peu près 80. Donc les réacteurs d'EDF, usines de retraitement, fabrication de combustible MOX. Mais les autres installations, ils passeront petit à petit. Elles présentent moins d'enjeux. Voilà, alors quelques conclusions. Donc évidemment, nous on considère que cet accident n'est pas que le problème des Japonais. C'est-à-dire que tous les pays ont des enseignements à tirer. On a pu constater ici ou là, notamment dans certains pays étrangers, qu'il y avait une lecture assez réductrice disant que c'est les Japonais qui ont mal bossé. Certes, ils ont mal bossé puisqu'ils ne seraient pas arrivés, mais en même temps, on ne peut pas considérer que c'est que le problème des Japonais. Je pense que tous les pays ont des enseignements à tirer, donc en tout cas, c'est notre position. Et on pense par contre que ce retour d'expérience, même s'il est engagé dès maintenant, prendra du temps, tout simplement parce que pour aller dans l'installation et voir très concrètement ce qui s'est passé, ça va prendre du temps. Ces évaluations complémentaires de sûreté, on veut qu'elles soient transparentes, donc notamment les rapports des exploitants, les rapports des experts ont été rendus publics, nos conclusions ont été rendues publiques, et puis on a souhaité prendre en compte les contributions d'un certain nombre d'organismes extérieurs. Ça peut être des experts associatifs, ça peut être des étrangers, ça peut être les commissions locales d'information, donc on a intégré ça dans notre analyse, on a essayé de le prendre en compte le plus possible. Notre position à l'issue de cette première phase des évaluations complémentaires de sûreté, c'est une position, mais elle a 2 parties. 1, on ne constate pas qu'il faut arrêter instantanément d'installation. Mais 2, on constate que dans le même temps, il y a des travaux à faire le plus rapidement possible pour accroître les marges de sûreté. Et pour faire ça, il y a une flopée de mesures, mais il y en a notamment 2 qui nous semblent particulièrement importantes. C'est ce qu'on a appelé le noyau dur. Donc c'est un ensemble de mesures matérielles limitées. Donc par exemple des générateurs de secours, des diesels, des pompes, des moyens de communication, des moyens de mesure de radioactivité de l'environnement qui seront particulièrement endurcis par rapport à des événements extérieurs, séisme, inondation. Et puis pour EDF, la création d'une force d'action rapide nucléaire, c'est-à-dire que dans quelques endroits en France, EDF a retenu 4,
il y ait des équipes, à peu près 300 à 400 personnes, prêtes à intervenir dans des délais courts, 12 heures, avec un déploiement total en moins de 24 heures, sur des sites qui auraient à faire face à des situations de ce type. Je crois que j'ai terminé. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour un exposé absolument passionnant, dont je suis certain qu'il nous interpelle tous dans notre intérêt pour la sûreté. Je m'attends à ce qu'il y ait plein de questions, aussi bien au plan national qu'au plan international. Oui, monsieur Nel, un des problèmes, vous n'avez pas eu le temps d'évoquer sans doute dedans, c'est les piscines. Le problème des piscines à Fukushima, qui est un problème assez préoccupant. Quelles ont été les mesures prises en France de ce côté-là, du côté des piscines, mais pas forcément des réacteurs, du côté des usines de traitement, et notamment à La Hague, où il y a des piscines. Alors, parmi les prescriptions qu'on a imposées aux opérateurs donc en juin, sur les piscines, que ce soit d'ailleurs La Hague ou réacteurs, on a demandé un renforcement des capacités de refroidissement et d'apport d'eau. Donc, on demande aux opérateurs d'ajouter des pompes, des tuyaux, etc. C'est à eux de proposer. Et puis, on leur a demandé de réfléchir à la manière de protéger les nappes phréatiques, y compris en étudiant la possibilité de mettre des enceintes géotechniques par le dessous. Voilà, donc ça, je ne sais pas si c'est faisable, c'est une question qui leur est posée. Mais par contre, sur les deux premiers points, ça accroître la fiabilité et les capacités de refroidissement et d'apport d'eau. Ça, c'est des demandes claires. C'est clair que dans le passage au-delà de... Donc EDF veut poursuivre au-delà de 40 ans, on est au cœur du débat, là. Il est clair que une des questions qui va se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas besoin sur les sites, quand je vous dis ça, j'ai ma petite idée, est-ce qu'il n'y a pas besoin sur les sites de développer des piscines plus durcies que celles qui sont aujourd'hui, qui effectivement présentent un certain nombre de faiblesses, notamment en termes de confinement. Donc je pense que c'est une question qui apparaîtra notamment dans ce cadre-là. Yvonel. La comparaison Three Mile Island, Fukushima. Il y a eu une explosion d'hydrogène, je crois, à Three Mile Island. Ouais, mais elle était... Non, parce qu'elle était dans la cuve. Alors, ma question, c'est est-ce que la différence PMI-Fukushima, c'est pas justement la présence de l'enceinte de confinement? Non, parce que dans le réacteur japonais, il y a l'enceinte de confinement. Le problème, c'est que pour éviter qu'elle explose, ils ont dépressurisé. Donc, ils ont lâché l'hydrogène. Par contre, l'hydrogène... ça reste analysé et aller et pas sorti. Il aurait dû sortir de l'environnement et être dilué. Alors il est resté concentré dans un endroit qui a peu de fonction de sûreté. Hein, donc c'est pas il y a des enceintes de confinement sur les réacteurs de. Sur les réacteurs type PWR, en cas d'accident grave, il y a aussi des logiques de dépressurisation. C'est ce qu'ils appellent le filtre à sable. Et dans un réacteur français, s'il y avait et des réacteurs de type PWR, d'ailleurs, le filtre à sable n'existe pas dans toutes les installations, je crois qu'il n'existe pas en Espagne, par exemple. Mais c'est quelque chose qui a été prévu, c'est de dire, à tout moment, il y a une balance sur les risques. S'il y a un accident grave, que la pression augmente fortement dans l'enceinte, on peut être amené à faire le choix de relâcher la radioactivité dans l'environnement en quantité importante mais limitée, plutôt que l'enceinte casse et que là, tout sorte. Et donc, c'est ce filtre. Donc, la question du relâchement de radioactivité pourrait se poser. Hein. Le vrai sujet à Three Mile Island, c'est qu'à un moment donné, ils ont réussi à remettre de l'eau dans le réacteur. Ah, c'est ça le sujet. Ils n'auraient pas mis d'eau dans le réacteur, ils auraient probablement été confrontés à des sujets d'augmentation de pression dans l'enceinte, etc. J'ai une question de vocabulaire, puisqu'on a donc... Plus fort. Oui, question de vocabulaire, la différence entre la sûreté et la sécurité, sachant qu'on a une autorité de sûreté nucléaire. Très bonne question. Une autre instance qui parle de sécurité. C'est une excellente question. Je vous remercie de vous la reposer. Non, dans le jargon de la sûreté nucléaire, la sûreté c'est les accidents, la sécurité c'est les terroristes. Ce qui est le contraire des avions d'ailleurs. Les avions, la sécurité c'est les accidents, et la sûreté c'est les terroristes. Au niveau international, il y a une tendance lourde qui est de fusionner les deux, parce que une action terroriste est un initiateur d'accident. Après, le déroulement de l'accident, il n'est pas différent que l'origine soit une brèche parce que le matériel était fatigué,
ou un pain de plastique. Donc au niveau international, il y a une tendance de rapprochement. En France, ces deux systèmes sont séparés et donc l'ASN n'a pas de responsabilité dans la partie protection contre les actes terroristes. Mais la sécurité, aujourd'hui, c'est géré par le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'écologie et c'est la question des mesures techniques. Il y a des mesures de police aussi, hein. C'est pas ça dont on parle aujourd'hui. Évidemment, il y a des activités des services de renseignement, etc. Mais la question, il y a des enjeux techniques pour la sécurité, c'est-à-dire quels sont les dispositifs pour retarder des tentatives d'intrusion, notamment le suivi d'un certain nombre de matières. Donc il y a des mesures techniques qui existent, mais la SN n'est pas en charge. Pour revenir à votre question de base, dans le jargon français, sécurité, c'est les terroristes. D'accord ? Une question sur les zones contaminées. Est-ce que ces zones contaminées, elles sont définies suivant certains paramètres? Est-ce que ces paramètres font consensus de façon internationale? Et est-ce que les valeurs liées à ces paramètres font aussi consensus? Et Alors, puis, deuxième, après, mais je vous la pose tout de suite. Ces zones contaminées, juste à côté, il y a quand même une population. Donc j'imagine qu'il y a peut-être une zone grise un peu autour de ces zones contaminées. Est-ce que la population qui est dans cette zone grise sera suivie ou comment ça se passe? Alors, il y a des débats au niveau international sur les valeurs de référence. Il n'y a pas aujourd'hui d'unanimité sur les valeurs. Sur les zones grises, les Japonais ont engagé une étude épidémiologique, je crois qu'il va couvrir 1 million de personnes, enfin quelque chose d'assez considérable. Combien ? 2 millions, voilà, donc un chiffre tout à fait considérable. Donc il y aura ces personnes-là, puisque les personnes évacuées, c'est 200 000 personnes, donc il y aura toutes les zones frontalières. Donc les Japonais ont défini des niveaux de contamination à partir duquel les personnes peuvent revenir. Éventuellement, il y a un certain nombre de dispositions particulières à prendre. Ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche post-accidentelle qu'on a mis en œuvre depuis 2005, on a, avec la discussion, c'est une démarche pluraliste, hein, comme je l'ai identifié, donc il y a plus de 200 personnes qui ont travaillé là-dessus. Une des conclusions, c'est un petit bout des conclusions, mais une des conclusions, c'est notamment de dire, en cas d'accident, il faut très rapidement faire des calculs, d'accord, pour essayer d'évaluer l'ampleur de la contamination. Et c'est sur la base de ces calculs qu'il faut décider de l'évacuation des gens. Les Japonais, ils n'ont pas fait ça, parce que visiblement, ils ne s'étaient pas posé la question avant, donc il y a eu les rejets, ils sont allés mesurer, donc ça a pris quelques jours, et c'est après la mesure qu'ils ont constaté que c'était radioactif à tel endroit, ils ont dit qu'il faut que les gens s'en aillent. Ça, clairement, dans la démarche post-accidentelle qu'on a développée, on ne recommanderait pas de faire dans ce sens-là. Il vaut mieux évacuer les gens largement, quitte à dire à un certain nombre d'entre eux, vous revenez parce qu'on a fait trop large, que faire la méthode, que c'est à mesurer d'abord, où on perd du temps. Le temps au début est précieux. Oui. En termes de sûreté nucléaire internationale, vous savez quelles sont les mesures qui ont été prises dans certains pays, type la Corée? Alors la Corée, c'est clair que... Alors, on avait des interrogations sur le Japon. Alors c'est toujours facile de dire ça après. On avait des interrogations sur le Japon. Le président de l'ASN qui vient de partir, là, il avait, au niveau international, il y a ce qu'il appelle des IRRS, Integrity Regulatory Review Service, c'est des audits des autorités de sûreté entre elles. Bon, l'ASN en a reçu une en 2006, en 2009, on en aura une en 2014. Donc c'est des équipes d'une vingtaine de personnes qui viennent et puis qui vous posent plein de questions. C'est un exercice très intéressant parce que nous, on a l'habitude de poser des questions aux gens. On est inspecteur. Quand on est en front renversé, c'est intéressant culturellement de voir comment les gens fonctionnent. Mais voilà, donc c'est un exercice intéressant. Donc on l'a subi. Un certain nombre de pays ont accepté l'exercice. L'Argentine le refuse absolument. L'Argentine est un sujet de préoccupation. Alors le Japon, donc le président de l'autorité de sûreté française était responsable de la mission IRRS. Les discussions de conclusion étaient extrêmement difficiles. Il a été confronté à un moment donné à un choix où j'envoie tout balader et puis je dis que ça ne va pas, où on arrive à des compromis où chacun saura ce que ça veut dire, mais très difficile. Hein. Et quelques temps plus tard, avant Fukushima, il a interrogé des homologues japonais sur le thème « Qu'est-ce que vient de ce rapport ?» et la réponse c'était rien, quoi. Donc il y avait quand même des signaux. Le Japon est quand même un endroit où il y a eu, avant Fukushima, 2 accidents dans la station nucléaire, un de criticité, un d'explosion de fûts de bitume.
où il y a eu mort d'homme, quoi. Donc il y avait des signaux faibles. Alors maintenant, bon, a posteriori, c'est facile de dire ça, mais il y a des signaux faibles. Un autre pays où il y a des signaux faibles, c'est la Corée. La Corée est un pays préoccupant. D'ailleurs, si vous lisez la presse, vous verrez que récemment, il y a eu un certain nombre d'événements. Le plus préoccupant, c'est pas... Bon, il y a l'histoire de contrefaçon, mais le plus préoccupant est, de notre point de vue, un événement où le réacteur de Kori a perdu ses alimentations électriques, toutes, comme à Fukushima, pendant 12 minutes. Donc ça, déjà, c'est pas bien. Mais surtout, ce qui est vraiment pas bien, c'est que ça a été découvert de la manière suivante. C'est un élu local qui, un jour, allait à la cantine de la centrale, a entendu des gens parler de ça. Lui-même a mis un certain temps à en parler publiquement. C'est comme ça que ça a été découvert. Et la dissimulation allait très loin, puisque pour éviter que ça se sache, ils n'ont pas fait les réparations qu'il aurait fallu faire sur les matériels défaillants. Donc ça c'est un vrai, voilà, c'est un vrai sujet, ça. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'en même temps, la Corée vient de se doter d'une autorité de sûreté indépendante. Avant, ils avaient un système. Voilà. Donc la Corée est un sujet d'interrogation à minima, quoi. C'est clair. Oui, dans les irradiations moyennes que vous avez présentées au début, il y avait 42% de radon, 24% de médical. Ça, ce sont vraiment des moyennes, mais c'est vraiment réparti de façon pas du tout homogène. Oui, bien sûr, bien sûr. Sur le territoire et oui. sur les personnes. Parce bien sûr, bien que sûr. le médical, ça va être principalement les radiothérapies, l'augmentation de... Non, là, ouais, je peux... Il y a des études épidémiologiques qui sont faites tant dans les régions avec beaucoup de radon que sur les cas de... Il y a un certain... On parle déjà d'une personne qui a un cancer, mais bon, on doit pouvoir quand même tirer quelque chose. La radiothérapie est exclue. Oui, c'est ce que j'allais dire, tout à fait. La radiothérapie n'est pas prise en compte, là, c'est les doses... non, parce que ça biaiserait complètement le calcul. Il y a des épidémiologiques, il y a un débat quasiment théologique sur l'effet des faibles doses, hein. Puisque quand les doses deviennent suffisamment faibles, il est très difficile de savoir s'il y a un effet ou pas. Et aujourd'hui, l'approche dite linéaire sans seuil, c'est-à-dire qui consiste à dire qu'il y a un effet, quelle que soit la dose, qui est de plus en plus petit, mais quelle que soit la dose, est une approche de gestion, en fait. C'est comme on ne sait pas, on prend cette approche-là. Il y a des gens qui disent, en dessous d'une certaine dose, ça se guérit tout seul, il ne se passe rien. On a d'autres qui disent le contraire. C'est très difficile à appuyer sur des faits, puisqu'il faudrait, plus on est proche des faibles doses, et plus il faut des cohortes importantes gérées de manière... Donc probablement, la vraie évolution qu'il pourrait y avoir dans ce domaine, et ce n'est pas inenvisageable, c'est au travers de la biologie, où apparemment, il semble que des chercheurs seraient en train d'identifier des marqueurs de l'effet des radiations sur les cellules. Donc ça, ce serait la vraie évolution, parce que les études biologiques ont des limites. Nous, on est confrontés régulièrement à ça. Donc autour des installations nucléaires, il y a des commissions locales d'information. Donc ils rassemblent des élus, les opérateurs, des associations, etc. Et alors régulièrement, il sort un résultat disant, ben voilà, le pharmacien du coin ou telle étude, voilà, a constaté qu'il y avait plus de cancer. Et donc il y a une demande d'études épidémiologiques. Et alors la première étape, c'est essayer de convaincre les gens que ça ne servira à rien, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, ça veut juste dire que l'outil n'est pas adapté. Alors dans un certain cas, on le fait quand même parce qu'il y a une demande sociale et donc il faut aussi répondre à la demande sociale. La première étape, c'est à dire que sur les échantillons qu'il y a, une étude épidémiologiste au niveau concerné ne verra rien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet d'ailleurs. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Voilà. Et donc il y a un certain nombre d'études qui sont néanmoins lancées, qui d'ailleurs concluent en général, concluent pas vraiment, quoi. Hein. Barbier. Oui, je reviens sur ce problème coréen que vous avez cité dans quelques minutes. Et en France, qu'est-ce que vous avez mis pour combler donc cet intervalle entre une réalité technocratique un peu telle que vous nous la présentez, l'opérateur a le pouvoir vous devez contrôler ceci, nous devons faire cela, voilà, on documente, etc. Et la réalité de terrain, celle vraiment des travailleurs qui sont dans les centrales, ce qui se passe réellement. Les boutons qu'on tourne vraiment, etc. Il y a toujours un gap entre les deux. Bah, alors, d'abord, il y a les inspections, hein, qui sont... C'est encore très démocratique. On attend l'inspecteur, ce jour-là, on aspire le bouton et à montrer que c'est celui-là qu'on tourne. Je vous invite à partir à une inspection. Et c'est une proposition, si l'exploitant est d'accord, je vous invite à partir à une inspection, vous verrez comment ça se passe. Voilà. Hein, voilà. Bon, il y a les inspections, c'est sur le terrain, c'est concret. Il y a des gens, je pense qu'ici, qui subissent des inspections, ils vous diront comment ça se passe.
Après, voilà, je ne veux pas... vous pensez que c'est technocratique, vous pensez que c'est technocratique. Je veux dire, voilà, il y a des inspections. Après, il y a des relais internes, si vous voulez. C'est-à-dire, il n'y a pas que la SN. Notamment, il y a les organisations syndicales, il y a les salariés qui peuvent intervenir. Et d'ailleurs, sur les centrales nucléaires, nous faisons l'inspection du travail. Et les CHSCT nous saisissent. D'ailleurs, par moment, sur certains sujets, on est mis automatiquement dans les circuits. Donc, il y a aussi un certain nombre de relais. Vous savez, surtout avec les réseaux sociaux actuels, il est difficile qu'une information reste secrète. J'ai l'exemple de, je ne sais pas si vous vous souvenez, le 5 septembre, il y a eu une explosion d'eau oxygénée sur la centrale de Fessenheim. D'accord ? Mauvaise manipulation oxygénée, explosion, dégagement de chaleur, déclenchement des alarmes incendie, application des procédures, les pompiers du coin débarquent à 28 véhicules. Donc forcément, ça se voit. Dans l'heure, les journalistes appelaient la division, appelaient EDF, appelaient tous les gens qui avaient soin pour demander ce qui se passait. Donc si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas dans la situation d'il y a 20 ans. J'ai personnellement beaucoup de mal à croire que quelque chose de majeur échappe à la connaissance, soit de la SN directement, mais on n'est pas les seuls à regarder. Et on ne le revendique pas d'ailleurs, on ne le revendique pas. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Et les premiers concernés, c'est quand même les salariés, je pense. Alors on ne fait pas l'inspection du travail sur les installations comme le CEA Arriva, parce que ça s'est fait comme ça au moment de la loi. Mais c'est vrai que c'est un bon complément, parce que la sûreté nucléaire est très dépendante de... Nous, on a l'habitude de dire que quand une... Comment le dire ? La sûreté nucléaire, c'est deux composantes. C'est des matériels, des tuyaux, des composants externes, mais c'est aussi des gens. Et une installation toute neuve, si elle a une équipe de branquignoles qui la pilote, sera une installation à risque. Donc la dimension humaine est tout à fait fondamentale. Et on rejoint les aspects de qualité des conditions de travail. C'est-à-dire quelqu'un qui bosse 15 heures d'affilée, indépendamment du fait que c'est interdit par le Code du travail, et pas forcément dans un bon état pour prendre les bonnes décisions. Voilà, donc c'est des sujets, et on a eu l'occasion de faire des inspections, notamment sur EDF. On a dressé procès-verbal sur des non-respects de temps de travail. Donc vous avez une bonne idée, non pas du comment vous devez faire, mais du comment... Écoutez, dans nos métiers, quand on commence à être trop sûr de soi, à mon avis, on est sur la mauvaise pente, donc je reste prudent, mais j'ai quand même l'impression qu'on a une vision raisonnable de ce qui se passe. D'ailleurs, tous les ans, on fait un classement des sites EDF, qui est dans notre rapport annuel. Alors, c'est un classement sommaire, c'est grosso modo, il y a un peloton, il y a ceux qui sont devant le peloton et ceux qui sont derrière le peloton. C'est à 3 niveaux. Donc cette année, par exemple, en queue de peloton, il y a Chinon et Saint-Alban. Saint-Alban, donc suite à ça, j'ai convoqué le directeur pour dire qu'il fallait qu'il fasse quelque chose, sinon on allait se fâcher plus sérieusement. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'avant de rendre publique cette analyse, on a une discussion avec EDF. Pas pour qu'ils valident nos choses, parce qu'on fait ce qu'on veut, mais tout simplement pour discuter avec eux sur la perception. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau central d'EDF, il y a un suivi des sites, et majoritairement, les avis des niveaux centraux d'EDF et nous sont partagés. Il peut y avoir un petit écart. Le petit écart, il est lié à quoi ? Et moi, je trouve ça plutôt satisfaisant. Il est lié au fait que souvent EDF constate des évolutions avant nous. Ce qui est plutôt bien, puisqu'ils sont chez eux. Ce serait préoccupant que la SN constate les évolutions au sein d'EDF avant EDF. Mais par exemple, on a un site qui n'était pas très bon. Nous, on est toujours sur l'idée qu'il n'est pas très bon, donc il va être que le peloton. EDF nous dit, nous, nos indicateurs nous montrent qu'ils sont en train de rentrer le peloton. Voilà. Donc ça, c'est aussi une manière de confronter différents points de vue. Bon, voilà, donc je pense qu'on a une vue raisonnable. Maintenant, on n'est pas derrière chaque salarié des entreprises. Ce serait d'ailleurs des responsabilités exploitants que de faire ça. Voilà. Mais on est preneur, et on le dit largement, notamment aux salariés, on est preneur de toute information. On peut d'ailleurs s'interroger sur des questions liées au statut des whistleblowers américains, ou voilà, pour renforcer ce dispositif-là. On reçoit régulièrement, y compris des lettres anonymes, et on a comme principe d'aller voir. Alors pas seulement dans le grand nucléaire, on reçoit des lettres anonymes de nucléaire proximité, ou un salarié qui nous dit allez voir là, il fait des choses pas légales, ça on va voir. Après, on trouve pas, mais donc on reçoit les informations qu'on nous donne. Voilà. Vous avez dit Plus fort. que l'ASN est indépendante, et j'ai cru voir dans votre présentation qu'il y a un conseil d'administration. C'est ce qu'on appelle le collège. Voilà, dont 3 membres sont nommés par le président de la République. Il faut bien qu'ils soient nommés par quelqu'un. Aux États-Unis, sauf que pendant leur fonction, ils sont inamovibles, irrévocables. Quel est leur rôle exactement
c'est eux qui prennent les grandes décisions. Moi, je dirige les services, donc en particulier, j'ai la charge de préparer toutes les décisions. Et les décisions sont... si vous réfléchissez, il faut bien être nommé aux États-Unis, l'autorité de sûreté américaine, une agence américaine au sens américain du terme, le président est nommé par le président des États-Unis. Le comité scientifique pourra avoir plus de poids, par exemple. Le comité scientifique, il ne prend pas de décision, si vous voulez. Il y a un conseil. Là, le collège de l'ASN prend des décisions. Les prises de position dont j'ai parlé, par exemple, sur le nucléaire à l'international, les deux prises de position, c'est des prises de position prises par le collège qui sont sur notre site, qui sont publiques. Je voulais poser une question sur l'autorité de sûreté japonaise. Elle était accusée d'être pas indépendante du ministère de l'Industrie. Est-ce que la situation a changé? Est-ce qu'elle est maintenant indépendante? Alors, le problème de l'autorité de sûreté japonaise, c'est que c'était des fonctionnaires japonais qui passaient un temps très court. Donc nous, par exemple, on n'a jamais réussi à avoir des relations suivies avec eux parce que chaque fois qu'on les rencontrait, ils avaient changé. Avec peu de compétences techniques. Et puis, un manque de confiance absolue entre l'opérateur, l'autorité et le public, quoi. Voilà. Et donc, le système n'était pas vertueux. Alors, ils ont engagé une réforme. Je veux dire, c'est pas gagné parce que ça renvoie à des aspects quand même profonds. Je vais dire culturels. Je ne veux pas faire d'anthropologie à petite semaine, mais voilà, il y a quand même des modes de fonctionnement. Il y a quand même des modes de fonctionnement à tuer. Donc, ils ont engagé une réforme, une autorité de sûreté indépendante, mais bon, dès la nomination, il y a des difficultés. Par exemple, ils n'ont pas réussi à faire valider les nominations par le Parlement. Donc, c'est le Premier ministre à qui la loi lui donne ce droit, qui les a nommés en attendant leur validation. Enfin bref, donc ça va être un long travail quand même. Ça va être un long travail. Alors pourquoi je dis que c'est culturel? Parce qu'il y a au Japon et en Corée d'ailleurs un comportement... la faute n'est pas vue comme un facteur de progrès. C'est vu comme un truc honteux, y compris vis-à-vis de son supérieur. C'est-à-dire qu'il y a une démarche des gens pour protéger leur chef. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que leur chef soit impacté par un dysfonctionnement. Et c'est compliqué, quoi. Hein, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, donc ça va être suivi de très près. Bon, pour l'instant, il y a, je crois, un réacteur en fonctionnement, je ne suis même pas sûr. Donc ils ont beaucoup de travail, ils veulent se faire aider au niveau international, mais ils ont clairement beaucoup de travail devant eux pour constituer quelque chose qui réponde mieux aux standards internationaux. Dernière question très courte derrière, et après ça sera fini. Oui, justement, tout ce qui a été évoqué, en particulier Corée et Japon, et vous avez longuement évoqué l'aspect facteur humain. Et justement, est-ce que les opérateurs en France ont réussi à maîtriser le phénomène suivant, c'est-à-dire que l'homme n'est pas infaillible, vous l'avez dit, donc quelqu'un peut faire une erreur. Comment faire pour que toutes les erreurs soient avouées sans que derrière il y ait la menace de sanction de part des responsables? Donc les opérateurs, c'est pas un problème c'est pas la SN qui peut sanctionner directement une personne, mais il y a toujours ce risque-là. Et effectivement, si on veut être clair et pouvoir régler les problèmes, il faut pouvoir être à l'abri de ce risque. Est-ce que vous pensez que c'est bien géré, ça? Toujours pareil, je pense qu'il y a une prise en compte de ce que vous dites. C'est-à-dire que l'idée de l'erreur fait partie du fonctionnement habituel. En même temps, ça ne peut pas être la culture de l'impunité totale, quoi, hein. Donc il y a un juste équilibre à trouver entre... il y a une erreur, on essaie de comprendre pourquoi elle a eu lieu. Souvent, dans la plupart des cas, elle n'est pas redevable qu'à la personne seule. C'est-à-dire que souvent, c'est une erreur dans un contexte. Alors, on parle souvent d'erreurs humaines. Je voulais aussi dire et c'est très important, qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont rattrapées par les gens. C'est-à-dire que les opérateurs sont facteurs d'erreurs, mais ils sont aussi, eux, qui, in fine, récupèrent la plupart d'entre elles. Donc on a toujours tendance à présenter les opérateurs ou d'autres, d'ailleurs, les gens qui font la maintenance, etc., comme cause d'erreur. Ils sont aussi à l'origine des récupérations. Donc le système est plus compliqué que ça. Alors suite à Fukushima, on a mis en place un comité avec les opérateurs, les syndicats, des experts, etc., pour réfléchir sur ces sujets, sur les questions de la sous-traitance, sur les questions de facteurs humains en situation d'urgence et de stress. Hein, les Japonais, là, je sais ce que je disais tout à l'heure, quand ils sont intervenus dans salle de grande, ils étaient dans le noir, etc. Donc, je veux dire, ce n'est pas les conditions habituelles de fonctionnement. Donc on a engagé un travail qui est un travail de longue haleine, qui prendra plusieurs années,
mais qui, à mon avis, peut être porteur de pas mal d'évolutions. Hein. On arrête. Merci infiniment. Oui. Rendez-vous le 13 décembre pour la cosmologie. Il va falloir que j'y aille parce que je suis